Bien, cette fois-ci, c'est... Maintenant que les deux photos sont passées, on peut y aller. On est bien sur la ligne départ. Monsieur le ministre, cher Bruno Le Maire, mesdames et messieurs, chers acteurs de la transformation, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir, ici à Bercy, dans ce lieu haut symbolique. Avec Jean-Pierre Le Tartre, il y a 1 an, vous aviez eu l'intuition chez EY de retenir ce sujet sur le courage de la transformation. Oui, ça fait 3 ans qu'on fait cette manifestation, le TD, le Transformation Day. C'est vrai que cette manifestation accompagne l'ensemble de nos actions, de nos métiers, pour accompagner la transformation à la fois des entreprises, des organisations, du secteur public. Et pour la 3e édition, il y a 1 an, on a dit on devrait peut-être parler du courage de transformer. Et c'est vrai qu'on ne pensait pas être autant on purpose, comme on dit, avec l'actualité. Merci Jean-Pierre. Et donc, pour en parler, que mieux que le ministre de l'Économie et des Finances, nous Merci accueillons Monsieur là. Bruno Le Maire. Monsieur Bruno Le Maire. Bonsoir à tous, bienvenue au ministère de l'Économie et des Finances, bienvenue Monsieur le Président d'EY, bienvenue à la tribune et bienvenue à chacun d'entre vous. Je suis très heureux que la tribune et EY aient choisi ce thème, le courage de transformer, pour cette rencontre avec les acteurs de l'économie. La transformation, ça n'est pas une option pour notre économie, c'est une obligation. Alors, ça n'exclut pas du courage, ça n'exclut pas de la détermination, mais nous n'avons pas d'autre choix que de transformer en profondeur notre économie si nous ne voulons pas être écartés de la course internationale. C'est vrai dans tous les secteurs. C'est vrai dans le secteur des médias, et je salue justement la transformation de la tribune. Je pense que la tribune est particulièrement bien placée pour parler de cette transformation, puisqu'elle inaugure aujourd'hui une nouvelle formule, qu'elle se transforme. C'est vrai dans le secteur de la grande distribution. J'en parlais tout à l'heure avec mon ami Alexandre Bompard, le patron de Carrefour. La grande distribution n'a pas d'autre choix que de se transformer face à la digitalisation de l'économie de la distribution. C'est vrai dans le secteur automobile, c'est vrai dans le secteur aéronautique, c'est vrai dans le secteur spatial. La transformation est une obligation absolue. Et la question qui se pose aujourd'hui pour nous, se trouve que, comme toujours en France, les questions les plus vives se posent dans des moments de crise sociale, économique, c'est de savoir si nous voulons rester dans la course économique du XXIe siècle. Est-ce que nous voulons faire partie du camp des vainqueurs ou est-ce que nous voulons faire partie du camp des vaincus? Si nous nous transformons, je suis convaincu que la France a tous les atouts pour faire partie du camp des vainqueurs. Si nous ne nous transformons pas, nous ferons partie du camp des vaincus. Nous aurons moins de prospérité, moins de richesse, moins d'emplois, et nous serons une nation qui aura perdu sa souveraineté technologique vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis de la Chine. Voilà l'enjeu qui est posé aujourd'hui, avec, je rajoute une donnée qui complique l'équation, la nécessité d'aller vite parce que le monde ne nous attend pas et que la rapidité d'évolution du monde est absolument stupéfiante. J'étais il y a quelques jours aux Émirats arabes unis. Je peux vous dire que quand vous passez de Dubaï à une réunion des ministres des Finances à Bruxelles, vous êtes inquiet. Parce que d'un côté, ça va très vite, et de l'autre, ça avance un peu trop lentement à mon goût. Et la responsabilité de notre pays, la responsabilité de la majorité à laquelle j'appartiens, c'est de convaincre les Français que cette transformation est dans leur intérêt et leur permettra de réussir mieux qu'ils n'avaient réussi jusqu'à présent. Donc la transformation, elle doit d'abord être nationale. Et c'est ce que nous avons commencé à engager. Ça demande du courage, parce que ce n'est pas forcément les choses les plus simples à expliquer, mais nous irons au bout de cette transformation du modèle économique français, parce que c'est ce qui nous permettra de donner de la prospérité à nos enfants et des emplois. Je prends juste quelques exemples concrets. La transformation du modèle fiscal. Nous avons réduit la fiscalité sur le capital, et on voit bien aujourd'hui les critiques, les contestations.
Mais si nous n'allégeons pas la fiscalité sur le capital, il n'y aura pas de reconquête industrielle pour notre pays parce qu'il n'y aura pas de moyens d'investir et d'innover, il n'y aura pas de moyens de digitaliser, de robotiser nos entreprises industrielles. Et nous poursuivrons dans le chemin de la perte industrielle et de la désindustrialisation qui, à mes yeux, explique largement la montée des extrêmes dans notre pays. Je suis élu d'un territoire où les extrêmes sont très élevés, et pour moi, il y a un lien direct entre désindustrialisation et montée des extrêmes. Parce que quand une usine ferme, ce n'est pas que des emplois qui disparaissent, c'est une culture, c'est une formation, c'est un avenir, c'est une collectivité humaine qui disparaît avec. Donc je fais un lien direct entre la transformation fiscale que nous avons portée, qui demande du courage, parce que je peux vous dire que ce n'est pas évident de supprimer l'ISF, ce n'est pas évident de mettre en place le prélèvement forfaitaire unique, ce n'est pas évident de baisser le taux d'impôt sur les sociétés en expliquant qu'on va baisser les impôts des entreprises, et pourtant je crois que c'est nécessaire. Mais je fais un lien direct entre ces choix fiscaux, cette transformation courageuse, et la réindustrialisation de notre pays, la reconquête industrielle et la capacité à innover. Il faut du courage pour expliquer que nous devons aller au bout de la redéfinition de la place respective de l'État et de l'entreprise dans la société française. Nous vivons depuis 30 ans dans une confusion des genres complète. Tout le monde fait tout et son contraire. Chacun se mêle des affaires des autres. Et on a un État qui gère des activités commerciales tout en étant trop faible sur les questions régaliennes. Eh bien, nous préférons, avec le président de la République, assumer un État qui se recentre sur ses activités régaliennes, sur ses missions fondamentales, sur la sécurité des Français, sur leur protection, sur la santé, sur l'éducation. Et puis qui, pour le reste, laisse les entreprises faire leur travail et développer des entreprises commerciales comme elles doivent se développer. Nous avons décidé de céder des actifs dans l'aéroport de Paris, dans Engie, dans la Française des Jeux. Moi, je rappelle juste que dans l'aéroport de Paris, qui fait couler tellement d'encre, 75% de l'activité d'aéroport de Paris, c'est le développement international, c'est la gestion de boutiques de luxe et c'est la gestion d'hôtels. Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'État de faire du développement international, de gérer des boutiques de luxe ou de gérer des hôtels? Je ne crois pas. Est-ce que c'est une bonne stratégie d'immobiliser plus de 10 milliards d'euros de capital dans ADP? Ou est-ce que ce n'est pas une meilleure stratégie que de récupérer cet argent, de le placer sur un fonds pour l'innovation et de financer de la recherche sur les batteries électriques ou sur l'intelligence artificielle, dont dépendront demain nos capacités à réussir et à créer des emplois? Eh bien, je crois que c'est un meilleur choix stratégique que de dire que l'argent de l'État sera placé pour l'avenir de nos enfants, pour l'innovation, plutôt que d'être placé en rente et en dividende dans l'aéroport de Paris. C'est ça aussi, le courage de transformer. Et je suis très heureux, ce soir nous allons avoir un dîner avec le président de la République sur la question de la filière automobile. Chacun sait que demain, une voiture, ce n'est pas des roues, une carrosserie. 2/3 de la valeur, c'est le système de guidage autonome et c'est la batterie électrique. Je peux vous dire que si vous abandonnez le système de guidage autonome et la batterie électrique à vos concurrents chinois et américains, il ne va pas vous rester beaucoup de valeur, pas vous rester beaucoup d'usines et pas vous rester beaucoup d'emplois pour les Français. Donc je suis heureux que nous puissions, avec nos partenaires allemands, nous engager sur la mise en place d'une filière de batteries électriques européenne, indépendante, autonome, qui va nous permettre non seulement de forcer les portes de l'avenir, mais en plus de garder la valeur sur nos territoires, dans nos nations et en Europe, plutôt que de dépendre de nos partenaires asiatiques, chinois ou coréens. C'est ce courage de transformer qu'il faut avoir au niveau national. Mais cette transformation, elle doit bénéficier aux Français. Elle doit bénéficier à ceux qui travaillent. La crise que nous traversons actuellement, c'est une crise du travail. De tous ceux qui ont un emploi et qui n'arrivent pas à vivre dignement de leur emploi. De tous ceux qui se lèvent le matin, qui prennent leur voiture, qui font garder leurs enfants, qui ont une activité rémunérée autour du SMIC et qui se disent à la fin de la journée, dans le fond, si j'étais resté chez moi, je m'en porterais 10 fois mieux. Il faut que tous ceux qui travaillent en France vivent dignement de leur travail. Et plus nous transformons notre économie, plus nous investissons dans l'innovation, dans la recherche, dans la compétitivité, dans l'allègement des impôts pour les ménages,
comme pour les entreprises, plus nous devons donner l'assurance à ceux qui travaillent qu'ils vont vivre dignement de leur travail. Toutes les mesures que nous avons prises avec le président de la République et avec le Premier ministre visent justement à dire à une personne qui travaille les yeux dans les yeux, vous vivrez mieux de votre travail grâce aux décisions que nous avons prises. La suppression des charges, l'allègement des cotisations, les heures supplémentaires défiscalisées, l'intéressement et la participation. Et je conjure tous les chefs d'entreprise qui sont présents dans cette salle, saisissez-vous de la suppression du forfait de 20% sur l'intéressement, versez de l'intéressement à vos salariés, qu'ils soient associés aux résultats de vos entreprises bien davantage qu'ils ne le sont aujourd'hui, parce que c'est une garantie de succès de notre politique économique et de la transformation du pays. Voilà le premier courage qu'il faut avoir. Le courage de transformer notre modèle économique pour passer d'un modèle qui reposait sur toujours plus de dépenses publiques, toujours plus de dettes et toujours moins d'emplois, un modèle qui va reposer sur toujours plus d'investissements, toujours plus d'innovation et toujours plus de création de richesses pour les Français. Et nous irons, croyez-moi, au bout de cette transformation. Parce que ce qui est en jeu, c'est l'avenir des générations qui viennent et la capacité de la France à rester une grande puissance économique mondiale. Ce n'est pas demain que ça se joue, ce n'est pas après-demain, c'est maintenant, c'est tout de suite et c'est aujourd'hui. Cette transformation, elle n'aura de sens que si elle est adossée sur une transformation européenne. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Si nous faisons des efforts au niveau national, ils doivent être conjugués avec une transformation européenne. Je redonne l'exemple des batteries, je donnerai aussi celui de l'intelligence artificielle. On peut toujours essayer de s'en sortir tout seul. Aucune nation européenne n'a plus aujourd'hui les moyens financiers pour investir seule dans les technologies de rupture. Aucune. 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 Donc soit nous rassemblons nos forces, soit nous disparaissons. Soit nous mettons ensemble nos capacités de financement, soit, je le redis, nous serons dans le camp des vaincus. Ceux qui iront sur l'Apple Store des Champs-Élysées choisir leur voiture, ils rentreront dans l'Apple Store qui leur fournira le système de guidage le plus performant, qui leur dira « voilà les batteries électriques, elles viennent de Corée ». Et puis si vous voulez un peu de décoration, vous pouvez vous fournir chez Audi, BMW ou Peugeot, ils vous fourniront la carrosserie et les roues. C'est ça qui se joue. Ayez-en conscience. Parce que notre rôle, c'est justement de faire prendre conscience à tous les Français de la rapidité des évolutions. Nous allons mettre en commun nos forces avec l'Allemagne sur les batteries électriques. Nous allons aussi lancer une initiative commune sur l'intelligence artificielle pour que nous ayons davantage de moyens collectifs européens pour investir dans l'intelligence artificielle, le stockage des données, la définition des algorithmes, tout ce qui nous permettra de réussir au XXIe siècle. Regardez un siècle et demi plus tôt. Qu'est-ce qui a fait que l'Europe a pu rester et s'affirmer au premier rang des puissances économiques mondiales? La révolution industrielle. Chaque grande nation européenne a fait sa révolution industrielle. Et tout au long du XXe siècle, nous avons vécu sur cet acquis. Et si les grandes nations européennes ont été les premières puissances économiques mondiales, c'est parce que de la fin du XIXe siècle au début du XXe, elles ont toutes fait leur révolution industrielle. Au début du XXIe siècle, le défi est exactement le même. Soit les grandes nations européennes font ensemble la révolution de l'intelligence artificielle, soit nous serons les vassaux, et je pèse mes mots, les vassaux des États-Unis et de la Chine. Je n'ai pas tellement un tempérament, et je ne pense pas non plus que le président de la République ait un tempérament à la vassalité. Et je connais suffisamment les Français pour penser que les Français n'ont pas beaucoup non plus un tempérament à la vassalité. Nous sommes un peuple libre, et pour rester libre, il faut maîtriser l'intelligence artificielle, toutes les technologies qui vont autour, et tous les développements industriels qui vont avec. Ça ne peut se faire qu'en rassemblant les forces européennes. Mais ça suppose non seulement le courage de l'expliquer aux Français, plutôt que de céder à la tentation du repli, ça suppose aussi de se battre par moments avec des décisions prises par l'Union européenne qui ne vont pas dans le bon sens. Ça suppose aussi qu'il y ait une prise de conscience au niveau de l'Union européenne de la nécessité de changer un certain nombre de choses. Je ne vais pas revenir sur la fusion Alstom-Siemens, ça me mettrait de mauvaise humeur pour la fin de la journée.
Mais j'en tire une conséquence très simple. Il faut modifier les règles du droit de la concurrence européen. On ne peut pas avoir d'un côté CRRC, dont le niveau de chiffre d'affaires est 4 fois celui d'Alstom et de Siemens se réunit, qui commence à investir en Europe, qui a pris toutes les parts de marché dans le monde en 2016, notamment aux États-Unis, qui développe la signalisation, le train à grande vitesse, le train simple mais efficace qui peut circuler sur les voies des grandes métropoles. On ne peut pas avoir une Chine qui développe un réseau de trains à grande vitesse de 29 000 km quand il y en a 9 000 en Europe. Une Chine qui produit 200 trains à grande vitesse chaque année quand Alstom et Siemens, tout mouillés, en font 35 chaque année. Et puis dire, lorsque Alstom et Siemens veulent se rassembler, ah non, surtout pas. Surtout pas. Ça pourrait empiéter sur le droit de la concurrence et menacer le consommateur. Mais là, ce qu'on a menacé, c'est l'emploi, c'est l'industrie et c'est nos sites industriels. Il est urgent de réformer le droit de la concurrence. Il est urgent que le Conseil des ministres de l'économie ou des ministres des Finances ait un droit d'évocation sur les décisions de la concurrence. Si la DGCOM et le commissaire à la concurrence décident d'interdire une fusion, très bien. J'estime que c'est à la politique que doit revenir le dernier mot, parce que c'est nous qui sommes face aux citoyens qui vont expliquer les décisions, et nous devons au niveau européen, comme nous l'avons déjà au niveau national, avoir un droit de veto sur les décisions qui sont prises par la direction de la concurrence. J'estime que le marché pertinent, c'est plus l'Europe, c'est le monde. J'estime qu'on pourrait très bien autoriser un certain nombre de fusions et prévoir des garanties au fil du temps. Si on s'aperçoit qu'effectivement, ça a un impact négatif, soit sur la création de valeur, soit sur la création de nouvelles technologies, soit sur le prix pour le consommateur, eh bien, la direction de la concurrence pourrait avoir le droit de demander des remèdes supplémentaires année après année. Mais ne bloquons pas dès le départ la fusion, autorisons-la et demandons des corrections dans le temps, plutôt que de la refuser au départ, auquel cas il n'y a pas de correction possible dans le temps, parce qu'il risque fort, au bout du compte, de ne plus y avoir d'industrie européenne. Ayons le courage de protéger aussi nos investissements. Il y a des investissements étrangers qui sont les bienvenus. Il y en a d'autres qui viennent tout simplement prendre des technologies qui nous ont demandé beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements et beaucoup de recherche. Contrôlons-les et donnons-nous les moyens de les bloquer quand c'est nécessaire. N'ayons pas peur de parler de préférences européennes en matière industrielle. Là aussi, ça demande du courage, parce que beaucoup de bien-pensants vont vous expliquer que c'est du protectionnisme. Non. La protection de nos intérêts, ce n'est pas du protectionnisme. C'est la défense de nos industries, de notre économie, de nos technologies, de nos savoir-faire, de nos investissements, tels que le pratiquent la Chine, les États-Unis et beaucoup de grands pays développés depuis des années et des années. Souvenez-vous de l'affaire de l'avion ravitailleur pour l'armée américaine. Le meilleur avion ravitailleur, c'est Airbus qui le fournit. Et même l'armée américaine le reconnaissait. Il y a un appel d'offres pour des avions ravitailleurs pour l'armée américaine. Qui est-ce que, par conséquent et logiquement, gagne cet appel d'offres? Airbus et son avion ravitailleur, considéré partout sur la planète comme le meilleur avion ravitailleur au monde. Qu'est-ce que décide le président américain? Airbus a gagné l'appel d'offres. Eh bien, je vais prendre Boeing. Eh bien, le jour où l'Union européenne sera capable de faire la même chose, je pense que vous aurez plus d'industrie et que vous aurez moins de populisme. Voilà ce que je crois profondément. Le jour où l'Europe saura défendre mieux ses intérêts économiques, avec plus de force, avec plus de vigueur, avec plus de liberté, nous aurons plus d'emplois, plus d'usines, plus d'entreprises, plus de technologies et moins de populisme. Derrière la question que vous posez, le courage de transformer, il y a une question économique, il y a aussi une question politique fondamentale. Comment est-ce que l'Europe sort des temps de détresse dans lesquels elle se trouve aujourd'hui, où nous voyons partout en Europe, dans toutes les nations européennes, une partie de la population qui dit non et une partie de la population qui dit oui. Une partie de la population qui souffre de la mondialisation et une partie de la mondialisation dont certains profitent. Une partie de la population qui dit refermons-nous, replions-nous, fermons les frontières, on ne va pas y arriver. Et une autre qui a retrouvé un esprit de conquête,
et qui pense que le monde lui est ouvert et lui tend tout grand ses bras. Il faut réconcilier impérativement ces deux parties déchirées des nations européennes. Parce que nous ne réussirons pas un camp contre l'autre. Nous ne réussirons pas une partie de la nation contre une autre partie de la nation. Nous réussirons ensemble, au niveau national comme au niveau européen. Le courage de transformer, c'est le courage de rassembler ceux qui sont divisés au service de la France et au service de notre ambition européenne. Merci à tous et je vous souhaite d'excellents travaux et une très belle soirée. Bien, merci, Monsieur le ministre, Monsieur Bruno Le Maire. En quelques mots, justement, avant d'accueillir Philippe Mabille et Delphine Cuny, qui vont accueillir Alexandre Bompard, qui est un bon cas d'école, justement, d'une grande entreprise française au carrefour de toutes les transitions. Vous en avez dit un mot. C'est vrai que l'opportunité de nous associer à cette EY-TD, cher Jean-Pierre, c'est justement, on s'est dit, finalement, se transformer. Il faut profiter de cette soirée. Pour nous, la tribune, se transformer. Et face à l'urgence économique et sociale que traverse notre pays, il était nécessaire justement d'avoir une tribune à la fois aujourd'hui plus en phase avec les enjeux locaux et globaux. Et vous l'aurez remarqué, on ne peut pas justement dans cette période pour la France à ce que finalement la presse resterait uniquement spectateur et ne soit pas aussi dans une démarche d'action et de mutation. Et de bien comprendre qu'aujourd'hui, à la fois, il faut réconcilier les enjeux de la mondialisation et les enjeux locaux. C'est pour cette raison qu'à l'issue de cette soirée, on vous offrira une nouvelle tribune qui, à la fois, justement, avec un premier cahier qui donne toutes les clés de compréhension de cette économie qui se transforme, et à la fois aussi cette conviction, c'est que nous pensons que les solutions sont dans les territoires. Et je trouvais que c'était la meilleure manière pour cette EY-TD, cher Jean-Pierre, mais de mettre justement toute la mobilisation de la rédaction de ce journal et d'essayer aussi à ce que notre journal contribue peut-être à être plus pédagogue, à être beaucoup plus proche des territoires et des régions, parce qu'aujourd'hui, cette fracture territoriale, cette fracture sociale, le ministre en parlait notamment sur les conséquences de la désindustrialisation, sont souvent justement des éléments d'incompréhension. Et aujourd'hui, on a besoin d'une presse économique peut-être qui refait beaucoup plus de la proximité et qui construit un journal à l'échelle de la construction de tous les territoires, les bureaux régionaux et de notre rédaction à Paris. Donc j'espère que vous apprécierez ce nouveau journal plus proche et justement pour être plus en phase avec les enjeux d'aujourd'hui. Je tenais simplement peut-être, avant de laisser la parole à Philippe, dire que derrière le courage de transformer, il faut souvent avoir aussi des actionnaires solides, des actionnaires qui font confiance. Alors, je sais bien que l'État joue un rôle aussi d'actionnaire attentif dans ses participations. Alexandre Bompard pourra évoquer si ces actionnaires sont alignés derrière son courage de transformer. Moi, je souhaitais saluer notre actionnaire principal, Franck Julien, qui est le président d'Atalian, souvent discret, mais qui nous fait confiance en tous les cas dans notre capacité de nous transformer. Cher actionnaire, je te remercie, Franck, parce qu'aujourd'hui, le courage de transformer, c'est une chose qui peut être facile si les actionnaires jouent la carte du moyen terme et du long terme. Excellente soirée. Bien, bonsoir, merci Jean-Christophe, bonsoir à tous. Donc effectivement, je suis Philippe Mabille. Bonsoir Delphine. Bonsoir Philippe, bonsoir à toutes et à tous, je suis Delphine Cuny. Alors nous sommes les Bercy Watchers
de la tribune. Alors moi, c'est plutôt sur la macroéconomie, la fiscalité. J'ai un peu sévi, y compris au moment où Alexandre Bompard, qu'on va recevoir dans quelques instants à l'inspection des finances, avait participé à un rapport qui s'appelait L'entreprise et l'Hexagone. Et Delphine suit à la tribune la finance. Donc évidemment, au ministère des Finances, c'est vraiment notre ministère de prédilection que nous surveillons de près. Alors, nous allons animer la soirée. Il va y avoir 3 tables rondes, plus exactement 3 interventions successives. La première avec Alexandre Bompard. Ensuite, on aura un débat avec Barbara Lavernos de L'Oréal et Thierry de la Tour d'Arthez de SEB. Et enfin, un dialogue qui réunira Christophe Beau, pardon, vas-y, de la Monnaie de Paris, qui a été le président de la Monnaie de Paris. Et puis Didier Truth, président de In Group, Imprimerie Nationale, plus connu sous le nom d'Imprimerie Nationale, qui s'est rebaptisé tout récemment en avril. 2 établissements qui se sont transformés et que Bercy connaît bien aussi, forcément, puisque l'État en est actionnaire. Alors, on va tout de suite accueillir Alexandre Bompard, donc le président de Carrefour, au carrefour de toutes les transformations. Et on va l'écouter pendant 10 minutes, on lui posera quelques questions tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ici, heureux et honoré de pouvoir parler de ce sujet. C'est vrai, Bruno avait raison. Est-ce que c'est vraiment le courage de transformer ou l'obligation de transformer? La question sémantique se pose selon les secteurs. Souvent, c'est une obligation, néanmoins. Vous le savez, donc, je vais vous parler de mon expérience actuelle, qui est la transformation du groupe Carrefour. J'ai rejoint ce groupe il y a 18 mois. Et quand vous rejoignez les groupes, vous avez à la fois quelques connaissances extérieures de l'entreprise, beaucoup de méconnaissances réelles en réalité. Et assez vite, je me suis forgé une conviction assez simple. D'une part, évidemment, ce groupe qui va fêter ses 60 ans a des atouts fantastiques. Une présence dans une quarantaine de pays, 450 000, 500 000 collaborateurs, 12 000 magasins, une empreinte forte sur l'ensemble de ses métiers, une force commerciale, des concepts qu'elle a su créer, et puis en même temps, des éléments de fragilité, qui sont des éléments de fragilité qui se sont accélérés avec le temps. Et très vite, quand vous rejoignez une entreprise comme celle-là, vous prenez conscience de la menace, de l'évolution rapide des modes de consommation qui ont changé tellement vite, du développement massif du digital et de la technologie, de la menace qu'elle fait peser à un groupe qui n'a pas pu prendre ce virage à la bonne vitesse, et de la transformation brutale du champ concurrentiel. C'est pas tout à fait pareil d'être un grand leader dans la plupart des pays et de voir un jour surgir des gens qui s'appellent Amazon, Alibaba, qui ont une puissance évidemment d'innovation, d'investissement, de projection absolument colossale. Ce qui est très difficile, et au fond, c'est probablement le moment où le terme courage intervient. Une fois ce travail d'écoute, le travail de diagnostic réalisé, c'est d'embarquer un collectif de 450 000 personnes, alors qu'au début, vous avez quasi exclusivement des mauvaises nouvelles à leur annoncer. Des mauvaises nouvelles à leur annoncer parce que moi, je suis assez convaincu que le courage de transformer une organisation, ça passe d'abord par le courage de dire les choses, de poser un constat franc, un constat sans concession, un constat qui est la condition de la transformation. Et évidemment, quand vous le faites, à la fois vous remettez en cause des croyances très installées qui parfois ont fait le succès, c'était notre cas de notre groupe, et vous posez la question à chacune et à chacun des collaborateurs, au fond, quel est mon avenir dans ce groupe? Quand, et c'est le cas dans un métier comme le nôtre, quand depuis des années, parfois des dizaines d'années, vous faites le même métier, au même endroit, de la même façon,
Prenons l'exemple qui est connu dans notre secteur des hôtes et hôtesses de caisse. Et tout à coup, vous avez un nouveau dirigeant qui arrive et qui vous dit il y a une transformation radicale à faire, il y a des nouveaux modes d'encaissement, il y a l'absolue nécessité d'aller très très vite parce que ces métiers sont en train de changer, ces métiers sont fragilisés. Il y a un niveau d'anxiété, un niveau d'inquiétude, un niveau d'incrédulité d'ailleurs, du corps social qui est extraordinairement élevé. De la base, des métiers que je citais, jusqu'au manager. On est dans des métiers de promotion interne, formidables d'ailleurs. Vous êtes souvent rentré chez Carrefour il y a 30 ans comme chef de rayon. Vous pouvez vous retrouver 30 ans après à diriger un pays dans une géographie mondiale. Tout à coup, on vous dit ces métiers sont en train de changer. Il faut que je refonde les organisations. Il faut que je modifie l'ensemble de la manière dont nous sommes organisés. C'est extraordinairement anxiogène et au fond, ça demande un extraordinaire courage, non pas de faire ce que je fais, mais d'accepter cette transformation-là pour un corps social. Parce qu'encore une fois, dans les premiers temps tout au moins, vous énoncez des réalités, des constats, des diagnostics qui sont incroyablement anxiogènes. Ils sont d'autant plus anxiogènes que ce que j'ai dit moi à l'organisation Carrefour, c'est la transformation que nous devons mener. Elle doit être complète, elle doit aller très vite parce que nos concurrents, ils vont très vite. Pas par bonheur de la rapidité, mais quand vos concurrents principaux, ils s'appellent Amazon, ils s'appellent Alibaba, vous n'avez pas le temps de séquencer, de phaser. Je vais d'abord faire une petite réorganisation là, une autre ensuite. Non, vous devez tout faire en même temps. Vous attaquez à tous les chantiers en même temps. Et probablement, le seul moment où vous créez, où vous avez besoin du courage de transformer, c'est ce moment où vous vous dites « je n'ai pas le temps de phaser, je n'ai pas le temps de séquencer, je n'ai pas le temps de faire les choses difficiles d'abord pour me redéployer après ». Non, il faut freiner, prendre des mesures difficiles, faire de la productivité, revoir les organisations et en même temps accélérer, se projeter. Là, c'est le moment le plus difficile. La question que vous vous posez d'ailleurs, moi j'ai annoncé mon plan l'année dernière en janvier, assez vite, c'est pas est-ce que c'est le bon plan, vous avez plutôt la conviction que ça l'est, puisque vous avez travaillé beaucoup à son élaboration, c'est est-ce que le corps social, qui est un corps social d'une organisation qui a 60 ans et qui n'est pas habitué au changement, qui n'aime pas tellement ça, le changement, est-ce qu'elle est capable d'endosser une telle transformation? La bonne nouvelle, pour nous aujourd'hui, un an après, c'est que Carrefour n'a plus le même visage. Nos organisations sont en train de changer. Elles se sont simplifiées, les lignes hiérarchiques trop lourdes se sont raccourcies. Ça passe évidemment par des mesures difficiles. Vous le savez, on a dû annoncer un plan de départ volontaire de près de 2500 personnes dans nos sièges. C'est évidemment des moments très difficiles. Ça demande aussi de définir des nouveaux profils différents, plus divers. Dans des métiers de promotion interne, moi j'avais la conviction qu'il fallait introduire des nouveaux éléments, des gens qui ont une culture industrielle, des gens qui viennent du digital, des profils plus féminins, des profils issus de la diversité, des profils dans nos pays, venant des pays, parce que c'est des organisations qui ont misé sur les expatriés, qui sont allés un peu partout dans le monde. Changer aussi un an plus tard, ça veut dire mettre fin à l'isolement. Les organisations qui ont 60 ans, elles adorent tout faire tout seul. Elles ont une habitude formidable qui est « je suis suffisamment fort pour tout faire tout seul ». Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, nous sommes sortis de notre isolement. On a des partenaires technologiques qui s'appellent Tencent, qui s'appellent Google. On a des partenaires commerciaux, ils s'appellent Tesco, Système U en France. On travaille avec des startups. Bref, on s'est ouvert. Ce n'est pas facile pour les organisations de s'ouvrir, pour les organisations qui ont 60 ans, qui sont leaders. Elles ont toujours l'impression de laisser une petite partie d'elles-mêmes quand elles s'ouvrent au partenariat. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Ça veut dire aussi qu'un an après, on a retrouvé un combat. Moi, je suis convaincu que les entreprises de demain, d'aujourd'hui déjà, de demain encore plus, elles doivent porter un combat, une mission, une ambition qui les dépasse. Surtout quand vous vous appelez Carrefour. Il y a 60 ans, Carrefour avait un combat, c'était la démocratisation de la consommation de masse. On a décidé qu'on aurait un nouveau combat. C'est ce qu'on a appelé la transition alimentaire pour tous. L'idée d'apporter le manger sain à tous, que ce ne soit pas un phénomène de bobo parisien, mais que partout, dans toutes nos géographies, on ait des actions extraordinairement concrètes, des engagements extrêmement précis qu'on a regroupés sous un vocable Act for Food pour montrer que sur la sécurité, la traçabilité,
la transparence, la rémunération des producteurs, on allait apporter la qualité alimentaire à tous. C'est une transformation qui a commencé il y a 1 an. Évidemment, je vous mentirais si je vous disais qu'elle n'est pas perfectible. Elle a évidemment, dans certains domaines, ses limites aujourd'hui. Elle a surtout la nécessité d'être accélérée. On est dans un mouvement d'accélération aujourd'hui autour de 3 grandes priorités. Il y a la priorité du pouvoir d'achat. C'est amusant, c'est comme si la France avait redécouvert, à l'occasion de cette crise que nous avons connue à partir de novembre, cette puissance folle de la préoccupation du pouvoir d'achat. C'est le cas dans toutes nos géographies, c'est le cas en France. Le modèle de la grande distribution, le modèle de l'hypermarché d'ailleurs, est la réponse, doit être la réponse à cette préoccupation du pouvoir d'achat. Et vous savez qu'il y a une nouvelle loi, et il va nous falloir, dans cette nouvelle loi commerciale, démontrer que nous sommes toujours capables de faire des propositions aux consommateurs qui répondent à la préoccupation du pouvoir d'achat. Le deuxième acte d'amélioration, d'accélération, c'est la transition alimentaire. Moi, j'ai la conviction que nous avons assez peu de temps pour bâtir un nouveau modèle de production, de consommation. Ça veut dire, et c'est très compliqué là aussi, de travailler différemment avec les industriels. Ça veut dire d'être capable d'accompagner les producteurs, les agriculteurs, dans un schéma de contractualisation pour les aider à faire cette conversion des terres conventionnelles en terres bio. Et puis, ça veut dire enfin bâtir ce modèle omnicanal. La réponse à Amazon, la réponse à Alibaba, vous l'avez quand vous avez 12 000 magasins. Encore faut-il les connecter entre eux. Encore faut-il que pour le client, il ait un avantage à être dans un schéma multiformat où il y a de la proximité qui s'appelle Carrefour, des supermarchés qui s'appellent Carrefour, des hypermarchés aussi, et une offre digitale en son sein qui soit puissante, efficace et qui ait les standards de qualité de service des autres. Ce modèle multiformat, ce modèle multicanal, c'est la réponse à ces acteurs qui s'appellent Amazon, Alibaba ou d'autres startups venues aujourd'hui du e-commerce. Vous l'avez compris, on est engagé dans une transformation très profonde, avec un enjeu de vitesse absolu. Si on ne va pas vite, si on ne va pas suffisamment vite, on ne résistera pas. Avec un corps social, et c'est l'extraordinaire, pour moi, enseignement de ces 12 derniers mois, qui, parce qu'il est attaché à l'entreprise, parce qu'il a de la fierté, parce qu'il a de l'engagement, a envie, pour son métier, la distribution, le commerce, et pour ce beau groupe, de relever le gant, de relever le défi, de se transformer, et a le courage de la transformation. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est un beau sujet que vous avez choisi. Je serais heureux d'entendre les camarades qui mènent également des transformations. Merci à tous. Merci. Bien, venez avec nous. Nous allons vous encadrer et essayer de vous démontrer que, puisque vous avez eu la chance d'être interviewé par ma fille, m'avez-vous rappelé? C'était beaucoup, beaucoup plus difficile, hein, je peux vous dire. Alors, on va essayer de vérifier si c'est le cas. J'en suis sûr. Je pense que c'est vrai. Alors, première question peut-être sur la vitesse. Vous avez fait la promotion Cyrano de Bergerac à l'ENA. Donc j'ai envie de vous poser la question de la transformation, le courage de la transformation, l'audace de la transformation. Est-ce qu'il faut être un peu Cyrano? J'ai souvenir, Fnac Darty quand même, d'une opération où vous avez surpris tout le monde. Est-ce que c'était de l'audace, c'était du courage? Ce sont des entreprises exceptionnelles, celles dont on parle là. Moi, j'ai eu une chance folle. J'ai dirigé la Fnac, et pour les Français, une marque formidable. Et Carrefour, c'est le leader européen de la distribution, un des 3 leaders mondiaux de la distribution. Franchement, vous n'avez pas d'autre choix, me semble-t-il, quand vous les rejoignez, que de vous dire, au fond, j'ai une responsabilité un tout petit peu particulière. Surtout dans des temps où les menaces, les fragilités, les concurrents sont tels. Vous devez d'inventer, d'écrire une histoire qui est à la hauteur de ce qu'ont fait il y a une 50aine, 60aine d'années les fondateurs de ce groupe, qui ont été accompagnés par des équipes entières pendant 60 ans. Autrement dit, ce n'est pas de l'audace, ce n'est pas particulièrement du courage. Vous essayez très modestement de vous mettre à la hauteur de la responsabilité qui vous est confiée. Et quand les temps sont aussi changeants, quand les concurrents sont tellement puissants, quand les modes de consommation évoluent aussi vite, en effet, ça impose de la vitesse, ça impose un peu d'exercice d'imagination, en tout cas essayer de le trouver, ça impose parfois d'essayer de prendre des risques, mais c'est le minimum, me semble-t-il, et je pense que tous les chefs d'entreprise et les managers qui sont là le savent, c'est le minimum que vous devez à des marques comme celle-là, à des entreprises comme celle-là.
et pour nous, aux 450 000 collaborateurs qui sont dans l'entreprise. Ces équipes-là, elles ont besoin qu'on leur donne un avenir. Elles ont besoin qu'on leur dise, dans ce monde-là très chahuté, certes, il y a des menaces, mais vous avez des atouts formidables. Et si ensemble on transforme, Carrefour sera le leader dans 10 ans qu'il a été hier. Donc ça, pour le coup, c'est une nécessité. Alors justement, parlons d'avenir, peut-être même pas dans 10 ans, dans 5 ans, comment vous voyez le secteur? Est-ce qu'on fera encore ces courses en magasin? Est-ce que, vous avez mentionné évidemment Amazon et Alibaba, mais est-ce que les GAFA ou les BATX auront pris le pouvoir? Alors vous avez mentionné aussi Google, vous avez fait un partenariat avec eux. Est-ce que ça risque pas d'être le baiser de Judas? Deux choses. Moi, je ne crois pas à la mort du magasin. Il y a 15 ans, il y avait tout un tas d'experts bien pensants qui disaient le magasin est mort, le e-commerce va tout prendre. Je crois qu'aujourd'hui, on ne le dit plus. Et donc, l'idée selon laquelle le magasin est mort ne me paraît pas crédible. Tout comme dans le format qui est le plus menacé dans les magasins aujourd'hui de la vie de tous, c'est-à-dire l'hypermarché, je ne crois pas à la mort de l'hypermarché. Je n'y crois pas. Encore faut-il que vous vous disiez, on va le transformer, on va revenir sur les totems. Oui, le magasin de 30 000 m² où on allait passer 6 heures il y a 20 ans et où prendre sa voiture, faire 50 minutes de voiture pour aller passer son samedi après-midi, oui, ce magasin-là ne va plus, il doit être changé, il doit être transformé. Mais en revanche, un magasin qui a une bonne taille, un magasin qui est accompagné par des services digitaux, qui est point de livraison, qui est point de retrait, dans lequel vous avez des services, dans lequel vous avez de la personnalisation, dans lequel vous réduisez l'offre, dans lequel vous mettez en avant des producteurs locaux, dans lequel vous êtes capable de faire entrer des partenaires aussi, des partenaires de la distribution spécialisée. Fnac Darty est en train de rentrer dans nos magasins, par exemple. Celui-là a un avenir. La deuxième question, c'est celle du partenariat. Moi, je crois que nous sommes dans une ère de partenariat. Je crois que se dire « je suis Carrefour, donc les autres sont des menaces, et donc je ne vais pas faire d'accord avec eux », je crois que c'est une mauvaise manière de penser, surtout quand vous avez du retard. Quand vous avez 5, 10 ans de retard, vous ne pouvez pas vous permettre de dire « certes, Google peut être un problème pour moi à terme, mais donc je ne vais rien faire et je vais garder mon retard ». Non, il faut être capable de se dire quelles sont les entreprises qui n'ont pas envie de faire mon métier, qui pensent que je peux leur apporter quelque chose et avec lequel je peux m'allier. Ce qu'on a fait par exemple en Chine avec Tencent. Alibaba, il veut faire mon métier. Il le fait bien, il le fait formidablement bien. Tencent, il ne veut pas faire le mien. Il y a des choses qu'il fait formidablement bien sur le plan technologique, mais en revanche, il a envie que je sois opérateur commercial et que je continue à faire mon métier. Bah, dans ces cas, il faut être capable de bâtir des partenariats gagnant-gagnant, y compris avec des entreprises qui, en partie, sur certains segments, sont concurrents avec vous. Alors c'est pire que ça, parce qu'Amazon, il va faire le métier d'IKEA, il va fabriquer des meubles. Qu'est-ce que Carrefour va devenir? Est-ce que le métier de Carrefour, ça sera être toujours distributeur, ou est-ce que vous allez aussi changer, comme vous avez commencé d'ailleurs à nous l'expliquer, aussi le métier, et pourquoi pas aller dans des terrains qu'on n'imagine pas aujourd'hui? D'abord, vous avez raison, le mot qu'on n'imagine pas aujourd'hui est très très utile dans toutes nos fonctions. Hein. Dans tous les secteurs, y compris la presse. Pour le dire autrement, ça veut dire qu'il faut avoir des convictions fortes, mais également beaucoup de mobilité, beaucoup d'humilité et être capable de saisir les opportunités quand elles se présentent. Vous parliez de Darty tout à l'heure. Moi, ce dont je suis convaincu, c'est que le rôle de Carrefour, c'est d'être le distributeur clé de la transition alimentaire. Autrement dit, nous devons être capables de réinventer l'ensemble de nos formats, l'ensemble de notre offre autour de la qualité alimentaire. Ça peut vouloir dire, évidemment, remonter d'un cran, ça peut vouloir dire travailler avec des producteurs de manière beaucoup plus intégrée, mais c'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est d'être capable d'apporter la qualité alimentaire pour tous, partout dans le monde, dans les 40 pays dans lesquels nous sommes présents. Et ça signifie être capable de bâtir, parce que là aussi, moi, je crois plus à... Je bâtis des partenariats que je fais moi-même. Moi, je ne suis pas industriel, je ne suis pas producteur agricole. En revanche, rien qu'en France, on travaille avec 30 000 producteurs agricoles qu'on accompagne dans leur conversion, avec lesquels on bâtit des contrats sur la durée pour les aider à faire leur conversion vers les terres bio notamment. Moi, je crois beaucoup plus à ces formes de coopération, cooptition parfois, que dans « je vais faire le métier de l'autre ». Parce que les industriels, ils font très bien leur métier. Fini les méchants acheteurs de la grande distribution qui tordent le bras des producteurs. D'abord, c'est plutôt les industriels qui tordent les bras des distributeurs. Si vous regardez les marges, moi j'adorerais avoir les marges de mes camarades des industriels, ils le savent bien d'ailleurs, donc c'est plutôt dans ce sens-là que ça se fait. Il faut qu'on arrive... Des marges avant ou des marges arrière? Les deux. En marge, enfin, c'est ça. Absolument, en marge, en valeur absolue. Mais pour le dire sérieusement,
vous avez raison, parce qu'un des sujets, c'est à la fois, on aura toujours des négociations annuelles. Là, on est en plein dedans, donc on n'a pas le droit d'en parler. Mais soyons également capables, avec Danone, avec L'Oréal, avec Seb qui est là, de bâtir des discussions autour de c'est quoi les moyens par lesquels on va innover ensemble, on va créer de la valeur, on va attirer nos clients, on va être capable ensemble de se développer. Et c'est vrai que dans le secteur de la distribution, qui s'est construit comme ça avec ses relations commerciales annuelles et tout le décorum qui l'entoure, on a un peu tendance à passer plus de temps pour négocier 0,1% dans une négociation que se dire il y a 3-4% de croissance à aller chercher, ce serait peut-être pas mal qu'on y aille ensemble. Donc on va essayer de faire les deux, on va continuer à négocier le moins mal possible, mais on va surtout essayer de créer de la valeur ensemble. Oui, moi j'avais une question un peu plus sur le processus de transformation, puisque vous avez parlé des mauvaises nouvelles, du constat que vous avez dû faire en arrivant pour faire prendre conscience à tout le corps social de l'urgence de la transformation. Mais vous avez aussi fait venir beaucoup de talents extérieurs. Et comment justement avez-vous réussi ou essayé de faire prendre la greffe avec ces talents extérieurs et comment embarquer le corps social avec ces nouveaux venus? D'abord, pour moi, c'est la responsabilité numéro 1 d'un chef d'entreprise. Ce n'est pas un passage obligé que de le dire. C'est quoi l'équipe? C'est qui les personnes avec qui je vais mener une transformation comme celle-là? C'est la question clé. Si celle-là, vous passez à côté, si vous l'éludez, si vous faites des faux semblants, vous n'avez aucune chance. Donc, moi, je me suis dit une chose. J'ai un corps social qui est à peu près le même que si j'étais arrivé dans cette entreprise il y a 20 ans. D'ailleurs, j'ai un corps social de managers qui ont, en moyenne, si je prends le top 100, 30 ans de maison. Si j'étais arrivé il y a 20 ans, ils étaient quasiment tous là. Ils ont des qualités formidables. Ils sont nés dans le magasin, ils l'ont développé, ils ont une créativité commerciale, etc. Mais c'est plus suffisant. On a besoin de diversité. On a besoin de nouveaux talents. J'ai besoin de gens qui viennent de l'industrie. J'ai besoin de gens qui ont la culture digitale. J'ai essayé de trouver des personnalités différentes. Et après, l'enjeu, mais c'est un enjeu tous les jours, si je vous disais que j'avais réussi, je vous mentirais, c'est est-ce que l'alchimie prend? Comment vous faites en sorte que des profils différents, nouveaux, qui viennent d'autres secteurs, qui sont plus jeunes, plus féminins, travaillent avec des gens qui sont là depuis 25-30 ans, que les secondes ne se disent pas bah, « moi, j'ai plus ma place dans l'entreprise parce qu'il y a que des nouveaux profils qui arrivent », et que les premiers arrivent à bénéficier de tout ce que les seconds connaissent de l'entreprise. Pour le moment, on y arrive. Je passe beaucoup de temps. C'est une belle équipe. C'est bien de voir qu'au fond, quand vous avez un dessin comme la transformation de Carrefour, tout le monde se met derrière le drapeau et se dit « j'ai vraiment envie de faire ce truc », mais c'est évidemment quelque chose sur lequel vous devez être vigilant en permanence, ajuster, travailler, voir quelle est la bonne composition d'équipe, parce que c'est finalement le choix numéro 1 que vous avez en tant que manager. Comme vous m'avez poussé à poser une question vache, je vais essayer de la poser. Non, mais ça c'est votre fille qui les avait faites. Comment vous jugez la réussite de la transformation? C'est le cours de bourse, c'est les actionnaires qui sont contents, Ça remonte un peu le cours de bourse depuis janvier. Il y a plein d'éléments de réussite. Quand vous lancez un plan de transformation, vous donnez des objectifs extrêmement clairs, ce qu'on a fait l'année dernière. Et donc, mon premier élément, c'est soyons au rendez-vous de manière extraordinairement méthodique. Un plan de transformation dans 40 pays complet de tous nos métiers. Il faut une méthode extrêmement robuste. Est-ce qu'on est au rendez-vous après 1 an de la transformation? La réponse est oui, on est en avance sur l'ensemble des indicateurs. Ça doit se traduire évidemment par les grands indicateurs économiques et financiers de l'entreprise. Ça doit se traduire aussi par un cours de bourse qui a de la tenue. Et donc, c'est l'ensemble de ces éléments-là. Et puis, un corps social, parce que le corps social est essentiel pour moi dans des métiers où vous êtes au contact tous les jours du client, qui reprend espoir, qui a envie, qui se bagarre tous les jours. Quand le corps social va bien dans une entreprise comme Carrefour, c'est que l'entreprise va bien. Et donc, pour moi, c'est l'indicateur ultime. Pas facile, évidemment, quand, dans le même temps, vous devez faire des transformations sociales, parfois du restructuring, etc. Mais c'est un élément, évidemment, fort de la bonne santé de l'entreprise. La croissance externe, c'est un truc qu'on a entendu parler un petit peu cet automne. Il y a eu des échanges de courriers avec Casino. Le sourire que vous faites ça peut faire partie de la transformation. Vous me le prenez. C'est vrai que c'est une découverte. Ça a été une découverte pour vous? Non, visiblement non. Non, mais sérieux, vous pourriez faire de la croissance externe? Est-ce qu'on pourrait faire de la croissance externe? Prenons-le de manière un tout petit peu différente. Si je prends juste la France. En France,
n'y a pas beaucoup d'industries où c'est le cas, hein. Il y a 7 acteurs, 7, qui font plus de 10% de part de marché. Demandez aux chefs d'entreprise qui sont là si dans leur métier, il y a 7 acteurs qui font plus de 10% de part de marché. Carrefour, Leclerc, Intermarché, Système U, Casino, Auchan, Lidl. Allez, je rajoute Aldi pour faire chic. Ça en fait 8. Vous n'avez pas de croissance. Pas de croissance en France, pas de croissance de la consommation alimentaire et non alimentaire. Et vous avez des plateformes universelles mondiales comme Amazon et Alibaba qui sont en train d'arriver. Quand vous mettez tout ça dans un shaker, vous vous dites, à 5 ans, je ne sais pas comment le champ concurrentiel elle-même. Moi, je ne sais pas faire. Je ne vois pas comment il y a les mêmes acteurs quand les plateformes universelles à la Amazon et Alibaba vont prendre du poids. Donc, il y a deux façons de résoudre ça. Soit il y a des acteurs qui seront en difficulté. Je fais tout pour que ce ne soit pas le Carrefour. C'est ma mission et ma responsabilité. Soit un jour, il y a des gens qui se parleront. Ça arrivera peut-être entre des acteurs que j'ai cités dans cette liste-là. Très bien, on en parlera sûrement dans la nouvelle tribune que vous allez découvrir tout à l'heure. Merci beaucoup, Merci Alexandre Merci. Bompard. De vous être prêté au jeu des questions. Et Delphine, donc nous allons accueillir maintenant, je pense, des industriels qu'on peut retrouver chez Carrefour, hein, à la fois, il l'a dit, Barbara Lavernos, qui est donc directrice générale des opérations du groupe L'Oréal, et Thierry de la Tour d'Arthez, le président directeur général du groupe SEB, que nous avons le plaisir d'accueillir à nos côtés. Alors, avec Delphine, quand on a préparé cette émission, j'allais dire, enfin, ce débat, ce dialogue, oui, ça fait un peu télé. Voilà, on s'est dit, c'est quand même une chance incroyable, voilà, pour deux journalistes de recevoir deux groupes qui sont symboles de l'excellence française, symbole du Made in France, symbole même du Made in Monde, puisque vous êtes l'un et l'autre, et L'Oréal et SEB, des groupes qui ont formidablement réussi dans la mondialisation. Alors, on s'est dit, soit on vous fait dialoguer entre vous, et puis on s'efface. Bon, comme on n'avait pas forcément... Mais ça va peut-être se produire, on ne sait jamais, il y a des magies parfois sur les plateaux. On va d'abord peut-être commencer par vous interroger l'un après l'autre et on verra ce qui se passe. Alors Thierry de la Tour d'Arthez, d'abord merci d'avoir fait le voyage depuis Écully. Ah oui, c'est loin. Les territoires, c'est pas loin, mais comme la tribune s'intéresse aux territoires et notamment à Lyon où nous sommes maintenant très présents, on a envie de vous entendre parler. Alors on connaît le groupe SEB, vous allez nous raconter, on n'a pas un temps infini, mais vous allez nous raconter. Parce que SEB, c'est une histoire incroyable. Mais en même temps, ces 20 ans d'histoire de SEB, c'est aussi un courage de transformer. Et j'avais envie de vous dire, est-ce que c'est aussi un courage de décider? Parce que dans une entreprise qui connaît le destin de SEB, il faut prendre des décisions, parfois difficiles. On en a parlé avec Alexandre Bompard. Et vous avez été amené dans ce groupe à prendre des décisions. Donc est-ce qu'on pourrait avoir une photographie, mais en 5 minutes, elle est très rapide, de comment vous avez bâti ce qu'est SEB aujourd'hui et quelles décisions ont été les plus décisives? Bon, de toute façon, je pense que tous les chefs d'entreprise seront d'accord avec moi pour dire que la vie d'un chef d'entreprise, ce n'est que de décider. Sinon, je veux dire, je ne sais pas ce qu'on fait. Donc, on ne fait que ça. Donc, heureusement qu'on l'a fait un petit peu. Moi, j'ai 3 souvenirs de décisions qui, sur le moment, m'ont paru extrêmement importantes et qui ont vraiment mobilisé, je pense, tout le groupe. La première, c'est, si vous vous souvenez, le 7 septembre 2001, Molinex a déposé son bilan. Le 11 septembre 2001, j'étais dans le comité de direction avec mes équipes et nous avons pris la décision de reprendre Molinex, en tout cas d'essayer, alors que nous voyions les usines de Molinex qui étaient l'une en feu, l'autre où on jetait des outillages dans la Sarthe, que j'avais droit à ma caricature dans tous les journaux à peu près pour dire quand est-ce que Thierry de la Tour arrêtera de tourner autour de ce nid de guêpe qui est Molinex. Donc tout le monde pensait que il fallait surtout pas toucher et nous, avec notre actionnaire et le management, on a pensé qu'on ne pouvait pas laisser 5500 personnes sur le carreau en France, en Normandie.
et que donc nous devions reprendre, essayer en tout cas de reprendre Moulinex, pas tout, mais ce que nous pouvions reprendre. On l'a fait, c'était extraordinairement difficile, mais je pense qu'il fallait qu'on le fasse. Et on a été très très heureux de le faire. Et Moulinex, je ne vous l'apprends pas, est une des plus belles marques que nous avons en France et à l'international. La deuxième, peut-être deuxième pour aller très vite, en 2004, alors heureusement Alexandre, tu n'étais pas encore dans la grande distribution, mais nous avons vécu quelque chose, un phénomène que je souhaite à personne, c'est que le produit de base, celui qui est le moins cher, la marque de distributeur en général, en France, d'une cafetière, filtre, d'un grille-pain, d'une bouilloire, était à l'époque de 20 euros, 19,99 €. Du jour au lendemain, en 2004, il est passé à 5 euros, en fait 4,99 €. Quand vous avez des usines, dans les Vosges, dans le Jura ou ailleurs, qui fabriquent uniquement ces produits-là, avec un coût de production minimum de 11 €, vous avez un grand moment de solitude. En vous disant, mais qu'est-ce que je vais faire? Et je crois que là, ce jour-là, là aussi, la seule décision possible était évidemment, mais il fallait le faire, je pense, de se dire contre la Chine. Nous sommes dans un des métiers les plus délocalisés. Ce n'est pas la peine de se battre sur tous les fronts, parce que de toute façon, si c'est par les prix, on ne sera jamais aussi compétitif que la Chine. Il faut donc arrêter la production des produits basiques et focaliser tous nos sites industriels en Europe sur des produits à forte valeur ajoutée. Mais ça veut donc dire investir massivement en R&D pour essayer de trouver cette sortie par le haut et non pas par le bas. Ça, c'est évidemment des décisions qui ont été très dures parce que ça a voulu dire fermer 3 sites en France. Alors on l'a fait à la SEB en 3 ans, 4 ans, en trouvant une solution pour chacun. Mais je pense qu'il était nécessaire de le faire parce que aujourd'hui, on le voit bien, essayer de se battre contre la Chine avec des produits basiques, c'est impossible. Et puis la dernière décision que je prendrai, qui est là aussi, qui était la reprise du chinois support, qui est une reprise que nous avons fait en 2006. Et nous avons repris une société qui faisait 100 millions d'euros en Chine. Alors pourquoi on voulait reprendre cette société? Parce que j'étais absolument convaincu qu'évidemment demain, la Chine serait le premier marché de petits électroménagers. Alors évidemment pas avec des friteuses et des cafetières, mais avec des cuiseurs à riz ou des wok ou des appareils à faire de lait de soja. Mais notre analyse, c'était quand même que puisqu'on avait réussi dans l'après-guerre à équiper tous les ménages français, puis européens et américains, avec des produits que voulaient les classes moyennes, il fallait aller sur les classes moyennes en Chine, parce que s'occuper des gens très riches en Chine, c'est très bien quand on s'appelle L'Oréal, c'est très bien quand on s'appelle VMH, mais alors nous, je peux vous dire, quand on s'appelle Seb, les gens très riches, ils se moquent complètement de nous, parce que c'est pas eux qui font la cuisine, et c'est pas eux qui passent l'aspirateur. Donc nous avons fait le choix d'aller en Chine avec l'obsession de devenir le numéro 1 chinois. Nous le sommes aujourd'hui avec une société qui est passée de 150 millions à 1,7 milliard. Et je crois que c'est la meilleure recette, en tout cas le souvenir que j'en ai, c'est que tant quand on est des idées dans le crâne, je suis allé 14 fois en Chine en 2006, 14 fois en 2007, parce que la société qu'on avait regardée entre-temps était cotée en bourse et qu'il nous a fallu 18 mois pour avoir le feu vert des autorités chinoises. Mais nous l'avons eu, nous avons été la première société au monde à avoir le droit de reprendre une société chinoise cotée, et je crois, à ma connaissance, la dernière. Donc, ce que j'en retire quand même, c'est que parfois, il ne faut pas tout imaginer de la difficulté qu'on peut rencontrer, parce que sinon, on ne fait pas toujours. Alors Seb, c'est la société d'emboutissage de Bourgogne. C'est surtout connu pour toutes ces marques. Vous en avez cité quelques-unes, Moulinex, aussi Roventa, Tefal, Krups, on peut en citer plein d'autres. Donc des usines dans le monde entier, une quarantaine, c'est ça? Des millions de clients, un foisonnement de produits dans plein d'univers. Mais comment faites-vous pour gérer cette complexité tout en restant à l'écoute de clients aussi avec des attentes forcément très différentes, avec des marchés locaux aussi différents? D'abord, nous, on a pris un parti pris depuis longtemps qui est de dire que nous sommes local. Donc, nous sommes brésiliens au Brésil, nous sommes chinois en Chine, donc nous avons beaucoup de marques parce que finalement, toutes ces marques correspondent à des sociétés qu'on a rachetées. Pourquoi on a fait ça? Parce que, comme je vous le disais, notre obsession, ce ne sont pas les classes aisées, mais les classes moyennes. C'est ça qui va donner la croissance parce que, quand vous regardez bien, il y a aujourd'hui à peu près 4 milliards de personnes qui sont des classes moyennes dans le monde. 2 milliards. 1 milliard dans les pays émergents, 1 milliard dans les pays matures.
Dans 20 ans, il y en aura 5 milliards, mais 4 dans les pays émergents et toujours 1 milliard dans les pays matures. Donc l'Eldorado, si je puis dire, il est là-bas. Mais effectivement, il nous a semblé que si on voulait le faire, il fallait le faire avec des produits locaux, puisqu'on sort ces classes moyennes qui ne connaissent en Chine que le riz et au Brésil les blenders ou les ventilateurs ou autre chose. Et donc, il faut devenir local. Et pour ça, il n'y a rien de tel pour pouvoir s'occuper des besoins des gens que d'avoir des locaux. Un des gros appareils en Chine, très très connu, c'est l'appareil à faire du lait de soja. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Pas terrible, c'est même franchement mauvais. Mais quand on a été biberonné au lait de soja parce qu'on est chinois, on trouve ça très bon et on fait la différence. Donc, première remarque, c'est d'avoir des gens locaux. Deuxième, c'est effectivement d'avoir une innovation qui mêle absolument, d'abord beaucoup d'études, bien sûr, de consommateurs, etc. Trois, c'est des équipes multidisciplinaires. On mélange des chefs de cuisine avec des ingénieurs de R&D, avec des designers. Nous avons des anthropologues qui regardent comment les gens vivent. Et puis la quatrième, je pense, recette pour nous, c'est toute entité du groupe doit absolument servir les autres. Et donc, que tout ce qui se fait en Chine, nos Chinois travaillent sur des projets pour la France parce qu'ils échangent. Et le mélange des cultures nous paraît très intéressant. Alors, une troisième question avant de parler avec Barbara Lavernos. Le futur. Donc, on parle beaucoup de l'industrie du futur, de la robotisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce que le moment est venu, effectivement, on en a parlé, le ministre l'a dit, cette transformation, la France doit la faire, sinon elle sera vaincue. Et puis, l'autre élément du futur dans vos métiers, on appelle les objets connectés qui sont en train d'arriver. Donc, racontez-nous un peu sur quoi vous travaillez comme objet connecté. Est-ce qu'on va pouvoir, on sait qu'on va parler à son frigo. Ouais. Est-ce que notre fer à repasser va marcher tout seul? Est-ce qu'on va dire à la machine à café, prépare-moi mon café? Ça, oui. Donc, peut-être d'abord sur l'usine du futur, mais je suis sûr que ma voisine en parlera aussi beaucoup. Bon, premièrement, c'est une évidence. On y est et on ne pourra pas servir nos clients, qui seront très différents dans l'avenir, si on ne fait pas évoluer tout notre système, mais de production, mais c'est toute la supply chain qui doit évidemment complètement se transformer. Donc, premier point, c'est une évidence absolue. Deuxièmement, nous avons cette approche, mais nous avons, comme je l'avais dit, un peu plus de 40 usines. On a des petits sites, des grands sites, des sites en pays émergents, des sites en pays matures. Nous avons des sites qui sont vraiment de l'assemblage de produits, d'autres qui sont des process. Donc on essaye d'avoir une approche pragmatique de façon à pouvoir mener tout ça de front et pas de la même façon, parce que je pense que quand on ne peut pas faire la même chose dans des sites qui sont très très différents. La troisième chose, une vraie conviction, c'est que il faut absolument que c'est la chance des pays matures. Quand j'entends dire que de tout ça, l'arrivée des robots, etc., va détruire de l'emploi, je pense que c'est une hérésie, parce que je pense que c'est ça qui permettra à l'industrie européenne de se défendre, sinon elle est morte. Donc il n'y a absolument pas d'état d'âme à avoir, en tout cas nous n'en avons pas. Évidemment, cela doit s'accompagner de mesures de formation, de façon à ce qu'on améliore l'employabilité des gens et qu'on amène des gens à pouvoir faire des choses qu'ils imaginent eux-mêmes ne pas faire. On l'a fait dans le passé en transformant des personnes d'assemblage pour les faire diriger des machines. Je crois que c'est évidemment un des enjeux forts de l'usine du futur, mais il n'y a pas le moindre doute dans notre esprit que ça contribuera au personnel pour leur carrière eux-mêmes et pour leur vie. Sur les connectés, et plus large, le digital. Je dirais que pour nous, il y a trois domaines. Il y a d'abord les objets connectés. Alors, que vont faire les objets connectés demain? Eh bien, ils vont vous le dire, par exemple, vous donner des recettes. Ce qui sera intéressant pour nous quand on va vous vendre un produit. Aujourd'hui, on vous vend un produit avec un livre de recettes, qui est sûrement très très bien fait, mais demain, on pourra, une fois qu'on a vendu le produit, on pourra continuer à vous alimenter en nouvelles recettes. On pourra vous dire, bien sûr, que si vous êtes allergique à tel ou tel ingrédient, par quoi il faut le remplacer. On pourra également vous aider à faire en sorte que vous ne ratiez pas des plats. Donc, bien évidemment, tous ces services vont s'imposer dans l'avenir, dans les produits connectés. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas connecter pour plaisir, mais il faut que ça ait un intérêt pour le consommateur. Mais c'est évident que tous les produits dans l'avenir seront connectés. Je crois que le digital va aussi beaucoup plus loin. Et je suis persuadé que, là encore, on va se retrouver sur beaucoup de secteurs. La distribution digitale nous oblige aussi à transformer complètement nos modes de développement produit.
On ne sort plus un produit aujourd'hui sans contenu. Nous avons depuis des années recruté des centaines et des centaines de créateurs de contenu parce qu'aujourd'hui sur Internet, il faut du contenu. Il faut aussi changer complètement nos rythmes de développement parce qu'avec la distribution digitale, on peut être sorti très rapidement si un produit ne marche pas. Donc je pense que c'est une véritable révolution de nos organisations qui va se traduire par beaucoup plus d'agilité. Et ceux qui ne seront pas capables d'être agiles ne pourront plus le faire. Dernier point, bien sûr, c'est toute la communication avec le consommateur. Nous avons aujourd'hui, on voit à chaque fois qu'on vend un produit que des sites consommateurs se montrent eux-mêmes et qu'ils parlent du produit. Parfois, ils peuvent le critiquer, mais en général, ils l'applaudissent et vont même attaquer certains concurrents. Donc, tout ce monde fait que nos métiers vont complètement évoluer, nos entités vont complètement évoluer. Merci beaucoup. Alors, Barbara Lavernos, tous ces sujets d'industrie 4.0, c'est aussi évidemment des problématiques chez L'Oréal. Donc, vous êtes entré en 91 chez L'Oréal. Vous êtes responsable de l'ensemble de la chaîne de valeur de toutes les marques du groupe. Je crois que vous chapeautez 20 000 personnes. Et vous êtes en charge de la transformation des opérations en matière d'e-commerce et d'industrie 4.0 précisément. Alors, en quoi consiste cette transformation chez un groupe aussi mondial que L'Oréal ? Alors, dans un groupe comme L'Oréal, effectivement, moi, j'ai la responsabilité de toute cette partie industrielle, de 40 usines dans le monde, 11 en France, de 150 centrales de distribution. Et comme vous l'évoquez, on vit un moment de disruption incroyable. La transformation qu'on est en train d'entamer, et pour reprendre le thème du jour, qu'on a ce courage de transformer, je voudrais aussi le remettre dans le contexte d'une entreprise comme L'Oréal, qui est aujourd'hui le leader de son marché, qui pourrait être très arrogant, et comme l'a très bien dit Alexandre Bompard, rester enfermé dans son monde. À la vérité, l'autre courage de transformer, c'est aussi d'être dans une saine inquiétude, et qui est de se dire, voilà, on vient de publier nos résultats, notre profit, on fait une année record depuis 10 ans, et pourtant on s'engage à nouveau dans une transformation majeure. Parce que on a tous vécu 2 transformations qui sont encore en cours. La transformation du développement durable, qui fait qu'on change nos façons de concevoir des produits, nos façons de sourcer nos ingrédients, nos façons de produire, nos façons de partager la valeur. Ça, ce sont les transformations qui sont déjà bien engagées. Il y a toute la transformation digitale. Elle change toute la relation qu'on a avec nos consommateurs. Rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, on faisait une grande publicité unique, on envoyait comme ça à l'ensemble des consommateurs, et puis à la fin, on faisait aussi des use tests, on interrogeait quelques consommateurs, etc. Aujourd'hui, on fait une publicité qui est ciblée, on fait un precision advertising, on dialogue par les réseaux sociaux très individuellement, et les consommateurs nous disent en temps réel ce qu'ils pensent de nos produits. Donc ça, c'est toute la grande révolution digitale qui nous met en lien direct avec nos consommateurs, qui disrupte tout, qui fait aussi que dans mes enjeux de supply chain, on parlait d'Alibaba tout à l'heure, quand ils font leur grand festival du 11-11, du 11 novembre, mes équipes de logistique doivent livrer plusieurs millions de colis en quelques jours, parce que les commandes ont été exponentielles. Mais maintenant, la vraie transformation la plus incroyable qu'on ait tous à mener, et puis vous l'évoquez très bien, c'est une révolution technologique. Ce qui est en train de se passer, le ministre l'a très bien évoqué, l'humanité est en train de vivre une révolution technologique comme jamais elle a vécu. On a l'habitude de dire chez L'Oréal, on vit depuis 3-5 ans une transformation tsunamique plus importante que tout ce qu'on a eu à gérer comme transformation dans les 30-40 dernières années cumulées. C'est toute la combinatoire de ces nouvelles technologies, c'est la big data, c'est l'intelligence artificielle, c'est la réalité augmentée, c'est évidemment le cloud. Vous vous rendez compte que dans le cloud, un individu, vous, chacun, vous pouvez avoir instantanément autant de puissance que la plus grande des multinationales n'avait il y a encore 5 ans. Donc, quand on combine toutes ces technologies, eh bien, ça transforme toutes les entreprises. C'est pour ça qu'on est tous en train de basculer dans des tech companies. Nous, L'Oréal, nous avons l'ambition, on l'a affiché, de devenir le champion de la beauty tech. Ça veut dire d'être dans ce monde dont les frontières ont complètement bougé. Parce que cette révolution technologique, elle change absolument tout. Elle déplace les valeurs, elle déplace les rapports de force. Comme l'a très bien dit Alexandre Bompard, elle fait qu'on n'est plus un être unique, on est un être en plateforme avec des entreprises autour de nous. Donc c'est la grande révolution technologique qui arrive. Je vais vous citer un exemple très appliqué dans mes usines. Jusqu'alors, je cite souvent cet exemple-là, mais c'est très vrai. Jusqu'alors, je devais produire de façon très automatisée, etc., des rouges à lèvres pour une des marques du groupe. On a 40 marques, on livre 7 milliards de produits finis, donc ce sont des grandes unités. Et on livrait des rouges à lèvres où il y avait 25 teintes. Alors les femmes dans la salle vont s'y repérer, il y a un peu plus d'hommes ce soir, mais on était entre des beiges, des rouges, des roses. Voilà, 25 teintes. Aujourd'hui,
On doit produire 100 à 150 teintes parce que les besoins de couleurs, les envies de beauté, de maquillage sont différentes. Mais de façon beaucoup plus importante, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'une femme va choisir la teinte qu'elle souhaite. Une teinte unique, son rouge à lèvres, sur mesure. Et il va falloir que sur nos assets industriels, sur nos usines d'aujourd'hui, on fabrique ce rouge à lèvres à conditions économiques performantes et qu'on aille le livrer à cette consommatrice en 48 heures. Ça, c'est l'industrie 4.0. Et les nouvelles technologies telles qu'elles sont en train de se combiner nous permettent de le faire. Alors, on a révisé ça parce que 7 milliards de produits différents. Enfin, moi, je trouve ça, le chiffre m'a stupéfié. C'est vrai que vous êtes un groupe mondial, mais 7 milliards de produits différents sont produits, et avec cette transformation, cette personnalisation, alors peut-être pas pour les 7 milliards, mais comment est-ce que vous, justement, vous voyez l'évolution dans tous les marchés où vous êtes? Comment est-ce que vous arrivez à vous adapter, là aussi, à des demandes, à des cultures? C'est pas la même chose, notamment on sait pour les shampoings, selon les pays, la pollution, etc. Donc comment est-ce que vous arrivez à innover et en même temps à produire, puisque vous êtes sur un marché de masse et qui est complètement mondial? Oui, vous avez raison. Aujourd'hui, on distribue 7 milliards de produits finis. Des shampoings, des crèmes de soins, un mascara. Et ce sont 7 milliards d'unités. Alors, toutes ne sont pas personnalisées. Vous avez parfaitement raison. Mais fondamentalement, la beauté, elle est très différente d'un endroit à l'autre du monde. Parce que les peaux et les cheveux ne sont pas les mêmes au Brésil ou en Chine. Non seulement la peau et les cheveux sont différents, mais par ailleurs, vous savez, la beauté, c'est quelque chose de culturel, c'est quelque chose d'antique. Dès la naissance de l'humanité, l'homme, la femme se sont parés, se sont maquillés. C'est une façon de se présenter aux autres. Et puis, de plus en plus, la beauté, c'est lié au bien-être. Donc, il y a des éléments culturels, des éléments physiologiques, et puis des éléments, de la façon dont on veut se présenter au monde. On a, nous, la capacité d'être... Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très vrai. On parlait des ancrages régionaux et locaux quand vous parliez de la tribune. On peut être ces très grands groupes globaux, mondiaux, avec ces reach absolument incroyables, et pour autant avoir toutes les capacités de travailler par tribu de consommateurs et de s'adresser à eux spécifiquement. Ça veut dire des moyens de recherche, parce que là encore, l'Europe, la France, effectivement, doit se battre. Et j'ai écouté le ministre avec beaucoup d'attention et je trouve que ce qu'il a dit était incroyablement juste dans la défense qu'on doit faire de nos assets. Mais ça veut dire aussi, et ça, on a une très grande capacité en France, que la science, combinée à la technologie, parce que c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui, doit être renforcée. Moi, je dis toujours, ce siècle-ci, c'est le siècle de l'ingénieur, parce que l'ingénieur revient mettre de la technologie et amplifier la science. Et donc, ces produits, on va les augmenter. On en augmente le service. Je vais vous donner un dernier exemple de ces produits quand ils sont augmentés. Quand je veux me colorer les cheveux, j'ai un peu de cheveux blancs maintenant, quand je veux me colorer les cheveux, je vais choisir un produit L'Oréal, ce sont les meilleurs du monde, c'est vrai. Mais je vais choisir dans une palette de produits. Ce qu'on est en train de faire entre la science et nos chimistes qui ont mis au point les meilleurs actifs, les meilleurs colorants, les meilleures molécules et la technologie, c'est la chose suivante. Je vais pouvoir prendre mon iPhone et je vais pouvoir regarder mes cheveux. Je vais pouvoir envoyer cette information, ça va regarder, ça va analyser par réalité augmentée, par un certain nombre d'informations, par le big data qu'on va faire travailler derrière avec de l'AI. Ça va regarder l'épaisseur de cheveux, le nombre de cheveux blancs, etc., etc. Ça va donner un certain nombre d'informations très précises. Je vais aussi dire quelle couleur de cheveux je veux. Ça va m'envoyer l'information à mon usine et je vais fabriquer ce produit unique que je vais venir livrer personnellement. Vous voyez Thierry de la Tour d'Arthez, imaginez... Non mais... Alors, sachez que Seb et L'Oréal... Non mais sérieux, il était en train de réagir. Nous collaborons déjà beaucoup. D'abord, on a un produit Steampod qui est un produit qu'on a commencé à développer et on a un partenariat important parce que moi, je crois beaucoup justement à cette révolution technologique et cette révolution scientifique. Et là où je vous rejoins complètement, c'est je suis aussi très impressionnée par toutes ces images d'usines robotisées qui vont se déshumaniser, etc. Moi, j'observe la même chose que vous. Les opérateurs et les opératrices dans mes usines, quand on est passé à ces nouvelles technologies, qui ne sont pas ces robots à haute cadence, etc., qui sont des cobots, ce qui est complètement autre chose, deviennent absolument autonomes. Ils ne sont plus dépendants d'un technicien qui lui-même appellerait une autre entreprise pour faire sa maintenance. Et je crois au contraire que ça redonne beaucoup d'autonomie et de liberté parce que vous savez, quand la data par ces nouvelles technologies est disponible, c'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui, ça rend tout le monde
intelligent. Donc le vrai sujet va être un vrai sujet pour nos entreprises d'accepter de partager l'intelligence, qu'elle ne soit plus l'apanage des strates que nous représentons, mais que cette data, cette intelligence, elle soit à la disposition de tous et que tous puissent co-construire, co-contribuer autour de cette data. Je crois que la révolution technologique, elle va nous amener aussi à cette rupture-là. J'avais une question pour vous deux, pour deux entreprises mondiales dans une concurrence très mondiale. La quête d'efficacité, est-ce qu'elle est vraiment compatible avec le Made in France? Ou est-ce que le Made in France, c'est un engagement d'entreprise citoyenne? Alors, absolument, et sans absolument aucun doute. Aujourd'hui, chez L'Oréal, nous produisons 25% de ces 7 milliards de produits finis en France, quand nous en vendons moins de 7%. Et n'ayez absolument aucun doute que c'est avec une analyse au peigne fin que nous vérifions la pertinence de ce choix. Bien sûr, le taux horaire en France, il est bien supérieur, et dans des entreprises comme nous qui redistribuons de la valeur parce qu'on a déplafonné la participation à l'intéressement, bien sûr, notre taux horaire est bien supérieur. En revanche, l'efficacité qui a été développée, les différentes technologies, les différentes modernisations font qu'aujourd'hui, on a un savoir-faire, on a une maîtrise, on a une efficacité qui est extraordinaire. On a aussi un écosystème. Moi, aujourd'hui, je suis très dépendante, évidemment, de l'ensemble de mes fournisseurs. Les fournisseurs français, les fournisseurs européens sont autour de nous et amènent cette efficacité. Donc oui, sans absolument aucun doute, et pour longtemps. Attendez, en 1 minute, parce qu'il faut qu'on passe au débat suivant. Non, mais bien sûr, en 1 minute. Je l'ai dit tout à l'heure, je crois que dans notre métier, en tout cas, on ne peut pas tout produire en France. Et donc, ce serait impossible de redémarrer la fabrication de produits qui sont vendus à des prix extrêmement bas. Donc ça, il faut être pragmatique, le faire en Chine. Mais maintenant, d'ailleurs, après avoir sous-traité ça à des sous-traitants, comme nous sommes très gros en Chine, nous avons nos propres usines qui nous permettent d'être sûrs de la qualité. Je crois qu'on est le plus gros fabricant de bouillards au monde, avec une centaine de millions. Et puis, en revanche, je vous le disais, tous les produits à forte valeur ajoutée, vous gardez en France. Merci Ou beaucoup. en Allemagne. Merci beaucoup à tous les deux. C'est évidemment toujours trop court. Et on va, donc je crois qu'il y a un dernier film qu'on doit voir. Et on va accueillir sur cette vidéo, pour le débat numéro 3, la métamorphose des entreprises publiques, Didier Truth, qui est le président, directeur général d'IN Group, l'imprimerie nationale, et Christophe Beau, conseiller maître à la Cour des comptes, mais qui a été le président de la Monnaie de Paris. 2 exemples de transformation. Alors, non, c'est un problème de réglage entre nous. Alors, tout va bien. Alors, on va commencer tout de suite donc avec vous, Didier Truth. Vous êtes président de l'Imprimerie nationale depuis 2009. L'Imprimerie nationale, c'est une institution ancienne, presque aussi ancienne, mais pas tout à fait aussi ancienne que la Monnaie de Paris, on verra. Ouais, c'est vrai. Qui a plus de 500 ans d'histoire et qui aujourd'hui est en complète transformation, passe d'un métier qui était, comme nous, la presse, axée sur le papier, un métier complètement numérisé et même jusqu'à très très loin, puisqu'on va le voir, vous pourriez même aller jusqu'à la blockchain. Mais ça, on en parlera à la fin avec Delphine. Racontez-nous cette transformation. En 2 mots, quand on s'appelle Imprimerie nationale et qu'on voit un monde qui se dématérialise, un monde qui se mondialise, on se dit on n'est pas les mieux équipés au départ pour pouvoir finalement adresser cette transformation. Vous n'êtes pas sûr de survivre au XXIe siècle, quoi. Et d'ailleurs, peut nous donner envie encore voilà, au XXIe siècle. Ceci dit, on pourrait se dire aussi, 500 ans d'histoire, ils ont dû apprendre quelque chose, ils sont résilients, ils doivent avoir une capacité de transformation.
En fait, il y a une date qui a énormément marqué l'entreprise, c'est 1993, parce qu'à cette date-là, l'entreprise est devenue une société de droit privé, même si mon actionnaire est resté l'État, puisque l'État, à 100%, à travers l'agence de participation de l'État, détient le capital. Mais en 1993, on est devenu une société de droit privé. Et comment dire ça, c'était pas forcément très bien préparé. Et donc, ça a été d'une violence incroyable, parce que 10 ans après, la société était pratiquement en faillite. Elle n'avait pas su s'adapter au monde et à la concurrence, finalement, ce monde-là. Mais elle avait gardé un certain nombre d'atouts, puisque l'imprimerie nationale fabriquait un certain nombre de documents d'identité, de documents sécurisés pour l'État. Et en 2005, après une énorme restructuration, le challenge qui était posé à l'entreprise, c'était de finalement réinventer les documents sécurisés, en tout cas suivre un standard mondial. Et le standard mondial imposait, comme vous l'avez aujourd'hui, de passer au passeport électronique, au passeport biométrique, de voir des titres sous forme de carte de crédit. Et là, finalement, c'est devenu une opportunité pour la société. Moi, j'ai pris la tête de ce groupe il y a 10 ans, au moment où il y avait eu cette restructuration. Et avec les équipes, finalement, le challenge, c'était de passer d'imprimeur national, avec un seul donneur d'ordre qui était l'État, pour être précis, le ministère de l'Intérieur, à une gamme de produits à installer, un outil industriel à installer qui passait par l'incorporation de l'électronique, de l'informatique, de la personnalisation, des datas, et finalement de produire des titres pour l'État français qui devenaient intelligents. Il y a une date de début, il y a une date de fin. Et donc la capacité pour l'entreprise, non seulement de réinventer son outil industriel, mais de réinventer aussi et de mettre en place toute une activité de service. Et c'est la transformation qu'on a faite en 10 ans. Et donc d'imprimeur national, on est passé aujourd'hui oui, on est un fournisseur d'identité dans le monde entier. On a maintenant plus d'un tiers de notre chiffre d'affaires qui est fait à l'export. On se différencie parce qu'on est l'opérateur de l'État français, c'est-à-dire que les titres, on ne fait pas uniquement la fabrication et l'infrastructure, on les opère au quotidien, c'est-à-dire quand vous allez chercher votre passeport, ça passe par chez nous, on vient personnaliser ces documents, on en fait plus de 25 millions par an, et donc c'est une expertise que l'on a su ensuite amener à l'international, ce qui nous a permis de passer à ce chiffre-là. Et donc en 10 ans, en développant l'activité service, on a pu cette fois-ci remonter dans la chaîne de valeur en se dégageant fièrement du titre, en se disant mais tous ces titres vont disparaître, la valeur elle est dans le système pour pouvoir les délivrer, et donc il faut qu'on puisse se positionner sur l'amont finalement de cette chaîne de valeur. C'est ce qu'on a fait. Alors on l'a pas fait comment dire, uniquement avec nos employés, on a su à un moment faire des acquisitions, ramener de la compétence dans la société, dans les domaines nouveaux, pour pouvoir justement faire cette transformation et nous amener au niveau où on est aujourd'hui. Vous avez parlé de restructuration sur le plan social. Justement, comment avez-vous réussi à faire cette transformation, sachant que vous aviez une majorité de contrats publics, de droit public, il y a 10 ans? Alors un peu comme pas mal d'entreprises qui sont passées avant nous sur ce chemin-là, c'est-à-dire que quand la société est devenue une société de droit privé, les contrats doivent être transférés en l'État, c'est-à-dire des contrats de fonctionnaires ou des contrats d'ouvriers sous décret, et à partir de là, ce sont des contrats privés. Mais je pense que la transformation, elle s'est faite d'abord parce qu'il fallait redonner du sens à tout ça. Enfin, quand vous prenez l'imprimerie nationale, moi j'ai rencontré des ouvriers, on en a encore d'ailleurs, qui me disaient, mais moi je suis rentré dans l'entreprise, c'est mon père qui m'a formé pendant 4 ans, et son père était rentré dans l'entreprise, avait été formé aussi son père pendant 4 ans. Et là, on est au-delà des contrats, on est au-delà d'une activité industrielle, on est dans une vie. Et donc, dans cette transformation, il y a une dimension humaine qui est comme dans tout ce qui a été cité jusqu'à maintenant, mais qui vous touchez au plus profond, on va dire, des aides. Il y a des gens qui sont très fiers de leur société, qui sont très fiers de leur outil, et finalement qui veulent le voir se pérenniser. Et donc qui acceptent de transformer l'outil, qui acceptent de nouveaux talents, parce que finalement ils se disent la combinaison de ces nouveaux talents plus leur capacité à transformer la société fera que la société perdure. Alors, on va peut-être revenir à vos perspectives plus tard. On va peut-être donner tout de suite, pour casser un peu le rythme et changer de rythme, à Christophe Beau, parce que la Monnaie de Paris, donc c'est encore plus ancien que l'Imprimerie nationale. On dépasse le millénaire, là. Hein. On dépasse le millénaire. La Monnaie de Paris aussi pouvait disparaître. Parce que, Oui. et puis, vous l'avez transformée. Mais vous ne l'avez pas forcément transformée là où on attendait qu'on aille la transformer. Racontez-nous ça. Et comment ça s'est passé? Comment vous avez... parce qu'elle perdait de l'argent. Je me souviens, à Bercy, on disait...
va falloir transformer tout ça et sinon, voilà, on en avait marre de remettre au pot chaque année. Donc, vous avez complètement renversé le modèle et aujourd'hui, vous êtes contributeur net pour l'État. Ouais. 864, ça c'est la date de création de la monnaie de Paris. Pas 1864, hein, 864, donc 12 siècles. Et en fait, à l'horizon du début de notre millénaire, le vrai sujet qui se posait, c'était un sujet de survie. Donc quand tout à l'heure Bruno a parlé d'obligation de transformer, nous on l'a vécu dans notre chair, dans l'entreprise Monnaie de Paris, parce que la vraie question qui se posait n'était pas tellement de se transformer. D'ailleurs, le mot de transformation n'est venu que plus tard. Enfin, la prise de conscience qu'on était en train de se transformer est venue un peu plus tard, puisque le premier impératif, c'était de survivre. Bon. Survivre à quoi? Survivre un peu comme pour Didier, à des transformations technologiques, avec le fait que les pièces de monnaie que vous avez dans votre porte-monnaie disparaissent peu à peu au profit du paiement digital, de la carte bleue, et puis maintenant d'Apple Pay, etc. Donc un vrai enjeu de bouleversement technologique, un enjeu de concurrence aussi, puisque ce ne sera pas une découverte pour chacun d'entre vous que les coûts de production des pièces de monnaie françaises n'étaient pas les mieux placés dans le benchmark européen, ni même mondial. Donc des risques de compétition évidents. Et donc, ce besoin de survie se traduisait aussi par l'attrition de l'entreprise dans ses caractéristiques humaines, je dirais aussi. En 2007, quand je suis arrivé, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y avait un corps social dont 70% du personnel avait plus de 50 ans. Et comme chez Didier, ou encore pire que chez Carrefour, des lignées entières de salariés qui avaient leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, et on peut remonter jusqu'au Moyen-Âge, qui étaient dans l'entreprise. Bon. Donc une appétence au changement assez faible. Bon. 80% de salariés étaient ouvriers, donc 20% de femmes seulement. Et 70% du chiffre d'affaires dépendait de l'État, 30% seulement commercial. Pas de direction de R&D. Pas de direction du marketing, à peine un service commercial. Bon. Donc le tableau clinique était assez sombre. Bon. Donc en fait, avant même d'engager la transformation, s'est posé la question de ne fallait-il pas fermer, au fond. Une usine à Pessac, à côté de Bordeaux, on aurait pu dire à l'État, écoutez, achetez donc vos pièces à la Finlande, elles seront beaucoup moins coûteuses que ce qu'on peut produire à Bordeaux. Et puis le site parisien, bon, on aurait pu en faire un hôtel 5 étoiles, ça aurait été pas si mal. Bon. Donc il a d'abord fallu se poser la question. Il y en avoir un en face, donc c'est bon. Justement, ça aurait fait une saine émulation. Mais donc la question qui s'est posée, c'est celle de qu'est-ce qu'on peut vraiment en faire, et est-ce qu'il faut donc poser le crayon pour se poser la question. Et du coup, c'est là qu'on revient au point qu'a évoqué tout à l'heure Alexandre, c'est celle de poser d'abord le bon diagnostic. Faire un diagnostic avec les équipes. Donc on s'est engagé dans une démarche assez classique de plan stratégique avec un consultant, etc. Enfin, vous connaissez tous ça. Mais en y impliquant vraiment un degré de capillarité dans le personnel assez important. On a fait des groupes de travail qui, sur 700 salariés qu'avait l'entreprise en 2007, qui ont impliqué à peu près 150 personnes. Donc un quart du personnel, pas toujours de manière très volontaire d'ailleurs, hein, parce que les gens ne sont pas spontanément volontaires pour aller dans un groupe de travail, aller brainstormer ensemble, etc. Mais on a fait ça pour que la prise de conscience des difficultés, elle soit aussi profonde que possible et que les solutions viennent aussi du terrain. Alors des solutions très différentes, effectivement, de celles qu'a choisi Didier, parce que l'idée d'aller concurrencer les nouveaux moyens de paiement, c'est-à-dire les cartes à puce, etc., c'était totalement hors de notre portée par rapport, je dirais, à... Vous n'avez pas pu racheter Gemalto. Non, on n'a pas pu racheter Gemalto, donc c'est dommage. Et par rapport aussi à l'appétence du personnel. Bon. Et donc, on a été chercher dans notre ADN profond ce qui pouvait nous caractériser et qui pouvait être une source de rebond. Et ça, on l'a trouvé plutôt dans le savoir-faire, les métiers artistiques, l'artisanat d'art autour des métiers du métal. Voilà. Parce que finalement, vous êtes devenu une sorte d'institution culturelle. Oui, alors ça, c'est la perception d'aujourd'hui, qui est d'ailleurs excessive par rapport à la réalité économique. Hein. Mais donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé les métiers d'art avec des produits nouveaux, comme des pièces en argent ou des pièces en or, diffusées à travers la poste pour toucher une clientèle de collectionneurs un peu plus large.
Laquelle a Et- connu le plus grand succès, vous nous disiez? Alors, c'est les euros des régions qui ont été lancés en 2008. Euro des régions, Jean-Christophe. Voilà. On va Alors, on imprimer un retrouve euro des régions. la dimension territoriale que la tribune veut mettre à l'honneur. Bon, ça a parlé aux gens parce qu'effectivement, c'était des pièces en argent de 10 euros que des gens pouvaient aller acheter à la poste, offrir à leurs gamins pour un anniversaire, Les etc. anciennes régions, alors. Les anciennes régions, il y en avait 26 à l'époque. Encore plus y de valeur, compris- alors c'est ça. Y compris l'outre-mer. C'est collector. Donc ça, c'était un nouveau produit et qui mettait en valeur le savoir-faire. D'ailleurs, on a aussi fait travailler des artistes extérieurs comme Sampé, comme Uderzo, pour dessiner des pièces de monnaie et montrer que notre produit n'était pas condamné à être quelque chose de ringard, comme une médaille qu'on pose sur une cheminée chez les grands-parents. Bon. Donc il a fallu redonner un appétit pour ces produits-là. Et puis la dimension culturelle que vous évoquez, c'est-à-dire transformer le site parisien avec l'arrivée du restaurant Guy Savoie, avec la rénovation du musée et avec les expositions d'art contemporain, tout ça, c'est le même propos, c'est de dire, venez voir comment ce bâtiment est d'abord magnifique en termes architectural, et venez découvrir les métiers d'art de la Monnaie de Paris, et venez les découvrir sous un angle qui est contemporain et qui donne envie. Voilà. Et donc, il y a une espèce de cercle vertueux, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire, où les gens viennent maintenant à la Monnaie pour voir une exposition d'un artiste très contemporain, et en même temps découvrent des métiers plus anciens qui, eux, viennent du Moyen-Âge, et se disent qu'au fond, ces vieux métiers peuvent aussi avoir un avenir en termes artistiques, en termes de savoir-faire. Guy Savoie, c'est lui qui vous a approché ou c'est vous qui avez fait un appel d'offres? Comme toute entreprise publique, on a dû faire un appel d'offres, hein, ça va de soi. Qu'est-ce qui fait que Guy Savoie l'a emporté sur d'autres concurrents que je ne citerai pas? Deux choses. La première chose, c'est qu'il était prêt à y transférer son restaurant 3 étoiles, alors que d'autres chefs étaient intéressés par les lieux, mais pour y faire plutôt une seconde table, comme on dit. Donc ça, pour nous, c'était un engagement majeur qui montrait sa confiance dans le projet. Et la deuxième chose, c'est que Guy, il a une approche de son métier qui est celle d'un artisan, qui est celle d'un aubergiste, qui est celle de la mise d'abord à l'honneur de son savoir-faire. Bon. Et je trouvais qu'il y avait une convergence culturelle, au fond, au sens humain, une convergence humaine assez forte avec le ressenti des salariés de la Monnaie, qui avaient beaucoup de défauts, hein, mais qui avaient quand même cette qualité majeure qui est d'aimer leur métier et de vouloir le mettre en valeur. Bon. Et donc, il y avait cette correspondance qui pouvait exister avec Guy Savoie, qui vient pour la 3e fois de se voir décerner le titre de meilleur restaurant du monde à la Monnaie de Paris. Voilà. À l'imprimerie nationale, c'est un autre choix qui a été fait. Alors, c'était avant votre arrivée, hein, mais donc là, le siège avait été vendu. Vendu. Oui, c'est un autre choix, mais je veux dire, quand nous, on fabrique des documents d'identité. Donc, la proximité avec l'État nous va très bien. Le fait que l'État soit 100% notre actionnaire, quand on va voir un gouvernement étranger, quand on dit qu'on est l'opérateur finalement de l'État français, voilà, on peut mesurer le poids d'avoir l'État finalement à ses côtés. Maintenant, la décision qu'il fallait prendre, c'est est-ce qu'on fait, comme beaucoup finalement de sociétés dans d'autres pays, uniquement les produits pour son pays, ou bien est-ce qu'on va à l'étranger, est-ce qu'on va se confronter finalement à d'autres technologies, à d'autres réalités économiques, pour pouvoir finalement ramener ces benchmarks finalement et faire bénéficier les solutions françaises de ces efforts-là. C'est ce qu'on a fait. Moi, je salue mon actionnaire. En plus, on est à Bercy ici, parce que mes clients, qui sont des gouvernements, finalement se disent on a un partenaire qui est pérenne, quelque part, et en même temps, on ramène pour l'État français, si possible, les meilleures solutions d'identité. Et quand on parlait finalement de 10 ans de transformation et de la blockchain, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, on se retrouve au bout de 10 ans à non plus discuter de titres d'identité, mais de solutions d'identité. On est au cœur de la data, et on se dit, derrière l'identité, on voit arriver l'identité numérique, et donc une société comme la nôtre, on n'a pas 1000 ans, mais 500 ans, de se retrouver finalement au cœur de cette transformation-là, ça donne l'espoir, j'espère, à un certain nombre de sociétés. Et donc la blockchain, ça pourrait être l'étape ultime de la transformation de l'imprimerie nationale? Alors, pas l'étape ultime, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de nos solutions, ça fera partie de nos solutions, mais il y en a d'autres. Mais surtout, c'est une nouvelle transformation. Enfin, quand on voit la transformation qui a été faite, on en discutait avant la table ronde, on a l'impression qu'on a tellement transformé que ça va s'arrêter. La difficulté, c'est comment continuer à expliquer que non, ça va continuer. Et la transformation qui est devant nous, digitale, on est tous des citoyens, finalement. Quand vous regardez votre vie de citoyen avec l'État, il y a encore quelques années, c'était un guichet, c'était la préfecture, c'était la mairie. Tout ça a disparu grâce au digital, quelque part, parce qu'avec le digital, vous devenez finalement, vous passez du B2B ou B2J aux citoyens. Et ça, c'est une opportunité fantastique de continuer à transformer la société, finalement,
avec le digital. Une dernière question à tous les deux, mais qui est liée à notre thème, donc le courage de transformer. Est-ce que vous avez rencontré l'un et l'autre en l'état un interlocuteur qui a le courage de vous, non seulement de vous inciter, ça c'est souvent des questions d'argent, mais aussi le courage de vous donner le temps et finalement de réussir? L'un et l'autre, peut-être en une minute pour conclure. Oui. Ça n'a pas été C'est évident. pas un oui mais. Non, mais c'est un oui. C'est un oui comme ça. Ça n'a pas été évident tout de suite. Bon. Je me souviens d'une discussion difficile avec le directeur de l'agence de participation de l'État de l'époque, quand je lui ai présenté le projet d'investissement sur le site parisien. Je vais mettre un restaurant Guy Savoy, il vous a pris pour un fou. Restaurant Guy Savoy, et puis tous les travaux qu'il y allait derrière, parce qu'il fallait mettre aux normes pour pouvoir accueillir du public, etc. Il m'a répondu, c'est trop. Alors je dis, mais c'est trop par rapport à quoi? Si on fait un ratio au mètre carré, c'est moins cher qu'on fasse ce que LVMH est en train de faire à la Samaritaine. Donc c'est trop par rapport à quels critères? Bon, il ne savait pas me dire, en fait. Il y a une espèce de pusillanimité quand même de l'État dans le fait d'investir. Bon, ça c'était le point de départ. Mais le point d'arrivée, je reconnais avec beaucoup de franchise que finalement, on m'a laissé le temps, parce que j'ai pu le faire sur 10 ans, cette transformation, donc ça c'est tout à fait louable. Et deux, l'État actionnaire a accompagné. Bon. Et il a aussi accepté d'accompagner dans les deux sens. Je veux dire par là qu'il y a eu à la fois des mesures de réduction des coûts et d'efforts qui ont été demandés au personnel. On a quand même réduit le nombre de salariés de 25% en quelques années. Donc c'était quand même assez important comme effort. Et en même temps, accompagner le développement avec la création des produits nouveaux dont on parlait tout à l'heure, parce qu'il fallait des autorisations ministérielles pour faire ces euros des régions notamment. Bon. Et ça, je pense que c'est très important d'être équilibré des deux côtés de la balance. Demander des efforts au personnel, mais en acceptant aussi des pistes de développement et de croissance, d'épanouissement de l'entreprise. Dans la réforme de l'État, en général, disons, on a souvent tendance à voir que la massue, et pas tellement l'effet positif. Donc, est-ce que vos deux cas pourraient être un modèle à suivre, Didier 100%. Enfin, moi, je suis très positif parce que il faut du temps pour faire ce type de transformation. Moi, je l'ai eu. Maintenant, quand on rentre dans un environnement public, moi, je venais du privé, la culture du risque n'est pas présente, donc il faut la rentrer. Il faut la rentrer à tous les niveaux. Il faut la rentrer auprès de ses employés parce qu'il faut accepter de prendre des décisions. Certaines sont des projets n'aboutissent pas, donc la culture de l'échec aussi. Mais ça veut dire que son actionnaire doit suivre. Il doit aussi suivre dans les investissements. Et moi, pour transformer l'entreprise, ils nous ont suivis. On a acheté des sociétés qui étaient des beaucoup de croissance externe. On a fait de la croissance externe. Ils nous ont suivis dans la capacité à prendre des risques, à intégrer ces sociétés au sein de notre société. Donc oui, encore une fois, notre positionnement, c'est peut-être ça qui nous différencie, c'est que quand on est sur ce type de produit, en plus d'avoir l'État comme actionnaire, c'est plutôt une différence. Écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter à tous les deux, à vos deux entreprises, un nouveau millénaire, au moins. Et pour conclure, nous allons quitter la scène bientôt. J'espère que cette conversation ou ces conversations vous ont plu. Nous allons rendre la parole à Jean-Pierre Le Tartre. Merci beaucoup. Bien, quelques mots pour conclure cette soirée. D'abord, de remerciements à Monsieur le Ministre, à l'ensemble des intervenants pour leurs propos sur le courage de transformer. Je crois qu'on a bien tous compris que la transformation n'était pas une option, que la transformation est une ardente obligation, j'allais dire. Bruno Le Maire aurait pu dire que c'est une ardente obligation. Là, effectivement, elle est nécessaire pour que l'entreprise soit toujours dans la partie. Mais on a bien vu aussi qu'elle est nécessaire aussi pour le secteur public, pour que le secteur public puisse continuer à assurer le service public. Donc cette transformation est essentielle. D'ailleurs, dans le sondage dont vous avez vu apparaître les résultats au fur et à mesure des tables rondes, on voit bien qu'il y a une vraie similitude entre le secteur privé et le secteur public par rapport à la nécessité de la transformation. Je voudrais dire quelques mots sur le courage. Au fond, ce titre qui est franchement, et je remercie les équipes qui avaient pensé, un excellent titre,
par rapport à cette question de la transformation. Je voudrais dire quelques mots parce que dans ce qui a été dit, quels que soient les intervenants, ils ont beaucoup insisté sur cette question du courage. Et je voudrais dire 3 choses là-dessus. 3 choses qui ont été particulièrement frappantes au cours de ces débats. D'abord, c'est que le courage, ce n'est pas que le courage du chef d'entreprise. Ça commence par le courage du chef d'entreprise, mais c'est le courage de tous les acteurs de l'entreprise. Et donc, je dirais, comme un de mes associés me disait, c'est le courage à tous les étages. J'aime assez cette expression. Et pour qu'il y ait du courage à tous les étages, il faut bien entendu convaincre. Et pour convaincre, il faut avoir un minimum d'expression d'une vision, d'un futur qui sera meilleur si on change le comportement. Et donc, ce courage à tous les étages, cette vision, cette capacité à embarquer est sûrement un élément essentiel de la transformation. Mon deuxième commentaire, c'est, et qui nous différencie beaucoup d'ailleurs, je pense, des bouleversements, des révolutions qu'on a pu connaître dans le passé, c'est à la fois le courage de la vitesse et le courage de l'exhaustivité. C'est que cette transformation, elle doit être rapide, même si j'ai pu sentir le sentiment de vitesse un peu différent entre les exemples provenant du secteur public versus les exemples qui ont été présentés dans le secteur privé, mais je pense que la pression de l'actionnaire n'était peut-être pas la même, mais le courage de la vitesse et de l'exhaustivité, c'est-à-dire qu'on ne prend pas les choses les unes après les autres, on les prend toutes en même temps, ce qui effectivement nécessite plus de courage qu'une approche séquentielle. Mon troisième commentaire, il y en aurait d'autres, mais je vous dis, je m'arrête à 3, c'est qu'il faut accepter de travailler avec le voisin. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de transformation en faisant ça tout seul. Il faut faire des alliances, il faut recruter de nouvelles compétences, il faut se rapprocher avec des startups, faire des fusions, faire de la croissance externe. On ne se transforme plus tout seul. Et donc, il faut accepter l'autre, accepter quelquefois des cultures différentes, accepter des parcours différents pour effectivement importer et accélérer la transformation de son entreprise par une vraie coopération. Et vous voyez, si je vous dis ça, c'est qu'effectivement, ça résonne un peu aussi pour une entreprise comme EY, qui ne croyait pas qu'elle est absente de cette question de la transformation, qui elle aussi a les ruptures technologiques, les nouvelles attentes de ses clients, qu'elle doit intégrer et elle doit se transformer. Et pour se transformer, eh bien, elle doit faire des alliances avec un certain nombre d'acteurs, notamment technologiques, ce qui au fond n'était pas l'habitude de ce type d'entreprise comme les nôtres. Elle doit aussi accueillir de nouvelles compétences ou accueillir des startups ou des entreprises qui ont développé de l'intelligence artificielle, qui ont développé une approche du big data, qui ont développé toutes ces nouvelles technologies dont on a besoin pour se transformer, nous, et aussi apporter les réponses à nos clients. Je vous prendrai un seul exemple, un KPI, ce qui est de la transformation. On mesure chez nous que sur à peu près les 4000 professionnels en France, il y en a à peu près 1000 qui ont des compétences que nous n'avions pas dans l'entreprise il y a 3 ans. Et quand je vous dis ça, je compte effectivement l'ensemble de nos métiers, que ce soit l'audit, le conseil, les avocats ou les métiers de transaction, donc sur l'ensemble de nos métiers, ce qui est quand même un chiffre extrêmement important et qui montre effectivement qu'on est sur la route de la transformation, mais comme nous tous d'ailleurs, on doit sûrement encore accélérer. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots de synthèse. Remercier bien sûr nos amis de la tribune avec lesquels nous avons fait ce 3e TD. Il y en aura sûrement un 4e. Le titre n'est pas arrêté encore aujourd'hui, mais il va l'être sous peu. Merci à tous d'être venus et je te laisse la parole parce que tu avais un petit mot complémentaire et notamment te présenter. Alors en fait, je voulais vous présenter la nouvelle formule d'EY, mais en fait, je ne l'ai pas parce qu'on change tout le temps en fait. La différence d'un journal, à un moment, on fixe une formule. Nous, on n'arrive pas à fixer une offre, elle change tous les jours. Vas-y. Jean-Pierre, merci, on peut l'applaudir.
ce qui est assez génial dans ce qu'a réalisé EY, parce que quand vous avez démarré cette aventure des EYTD, peut-être que tu n'aurais jamais imaginé qu'un jour ça produit un nouveau-né de la presse. Oui, c'est vrai, tu as raison. Voilà. Donc moi, je voulais te remettre, On est prêt à tout maintenant. voilà, au nom de toutes les équipes de la Tribune, au nom de toute la rédaction, voici le nouveau-né de cette EYTD qui est né cet après-midi dans les rotatives de Tremblay et qui sera diffusé partout en France vendredi matin. Vous l'aurez ce soir en quittant Bercy. C'est un journal en tous les cas en 3 cahiers, mon cher Jean-Pierre. Un cahier, tu reconnaîtras en une le ministre qui parle avec une grande interview sur l'industrie européenne. Un deuxième cahier, j'évoquais tout à l'heure, qui sera consacré qu'au territoire. Vous voyez la promesse. L'économie se transforme dans le premier cahier, les solutions sont dans les territoires dans le deuxième cahier. Et enfin, je tenais à remercier chaleureusement les femmes et les hommes qui sont dans la salle, que nous avons sélectionnés cette année, qui vont certainement être dans l'actualité de cette année 2019, qui ont le courage, qui l'ont démontré par le passé et qui vont être aussi dans cette actualité dans les semaines à venir. Et on publie ce classement des 100 qui transforment la France dans une parfaite parité, 50 femmes, 50 hommes, avec ce souci aussi d'un équilibre des territoires et un équilibre de la taille des entreprises. Ça a été un sacré travail et je tiens à féliciter toute la rédaction. Merci en tous les cas, cher Jean-Pierre. Merci à Bertrand Barré, à Emmanuel Raveau et ses équipes d'EY d'avoir choisi la Tribune pour cette soirée. Et je tenais bien entendu à remercier toutes mes équipes de la Tribune, toute la rédaction, Aziz Deverinas, Delphine Chen, Valérie Abrial, François Gelbert, Philippe Mabi, Robert Jules, Delphine Cuny et tous les autres, Jean-Claude Gallo, pour cette réussite. Merci à vous. Merci à tous. Bon, alors je me rends là. C'est le premier qui est sorti. C'est le premier. Tu me le dédicaces, non? Allez, dédicace-le-moi. Allez, dédicace-le, que je garde. Voilà, pour le 3e petit dé. Hein? Oui. Il y a à boire et à manger, hein, on me dit, hein, de vous dire, hein, parce que la transformation n'empêche pas la transition alimentaire.